Bonjour, ici Véronique Larouche, Jean-Philippe Blais, Sarah Baribeau à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! c'est la Minute NAC et aujourd'hui je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, en épreuve d'endurance, la nutrition c'est le nerf de la guerre, puis si on peut réussir à prendre des calories sous forme liquide, ben on se donne une maudite chance. Puis ça, NAC le sait. Le mélange pour boisson contient 250 calories, 55 g de glucides, 1100 mg d'électrolytes, 1300 mg de BCAA et 8 g de protéines, puis tout ça dans 500 ml de liquide. Je te le dis, l'essayer c'est l'adopter, puis tu pourras plus t'en passer. Ça vient en 3 saveurs, question de varier le goût puis changer le mal de place. Pour les dents sucrées, il y a melon d'eau et lime, alors que pour ceux qui aiment ça salé, ben, il y a le tout nouveau bouillon salé. Ça vient en grand sac, mais aussi en portions individuelles pour les jours de course. Puis comme d'habitude, ben, il y a la signature environnementale de NAC parce que c'est fait avec des ingrédients revalorisés, puis c'est des protéines entièrement végétales. Maintenant, il te reste juste à les essayer. Passe ta commande sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 181e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je n'ai pas un, ni deux, ni quatre, j'ai 3 invités. Véronique, JP, Sarah, bienvenue à Pas sorti du bois. Allô. Merci beaucoup d'être là. Merci. On est tous ensemble en plus, c'est le fun de faire ça en vrai. Sarah, les gens t'ont déjà entendu au podcast, c'était venu il y a à peu près 1 an, on avait jasé, ça avait été hyper intéressant. Puis là, j'ai compris que cet épisode-là était une bougie d'allumage vers un moment où vous vous êtes rencontrés les 3. Puis là, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, on a tout coordonné ça, on est les 4 ensemble, on va pouvoir jaser. JP, veux-tu nous raconter le moment où vous avez rencontré Sarah pour la première fois, quand t'as entendu, je pense, au podcast, c'est le premier épisode où elle était là? Oui, effectivement. Puis on a eu la chance aussi de se rencontrer là aussi lors d'une formation de la clinique du coureur, là, qui est la formation 1.9 là, sur la santé pelvienne. Puis ça a cliqué tout de suite. Puis on s'est trouvé des compléments là, assez rapidement là, de sujets de conversation et d'idées futures. Là, puis c'est cool, je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets. Vous êtes des experts, puis là, j'ai le goût qu'on apprenne à vous connaître avant de plonger dans la multitude de sujets. Vous allez voir, les auditeurs, les auditrices, c'est un épisode un peu... c'est entre le panel de Trail au féminin qu'on avait déjà fait, où j'avais reçu 4 femmes, on avait jasé sur des sujets hyper précis. C'était un des épisodes les plus préparés, je dirais, parce qu'on avait tellement de sujets. Et un hybride avec un épisode standard comme j'avais fait avec Sarah, où on s'assoit, puis on jase. Là, on a des sujets qu'on veut parler parce que vous êtes des experts dans votre domaine, puis je pense que ça va être extrêmement intéressant pour nos auditrices, mais aussi pour nos auditeurs qui ont des conjointes, qui ont des amis trailers. Il y a beaucoup de choses là-dedans, puis je pense que les hommes vont trouver ça intéressant aussi parce qu'il y en a aussi pour eux. On va parler des sujets qui les touchent. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'on boit, JP? T'aurais voulu qu'on ait une Noctem devant nous, mais là, ça serait un peu indécent. ouais, parce qu'il est quand même 10h30 du matin, fait qu'on a décidé de le faire au Capic 1 au Capic 1 au café. Mais c'est sûr qu'on pourra pas s'en sortir sans Noctem, là, va falloir... Exact, c'est juste une partie 1 de 2, 3 à suivre. J'ai voulu qu'on apprenne à vous connaître, comme je le disais. Véronique, veux-tu commencer? Parle-nous de toi, autant professionnellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, que sportivement, parce que t'es une traileuse. Ben oui, je suis une traileuse amateur, comme on dit. Ben pour commencer, dans le fond, moi, je suis infirmière. Je suis une infirmière de formation. Dans le fond, j'ai fait une maîtrise là, en sciences infirmières. Je me suis spécialisée vraiment un peu dans le même créneau que Sarah. Là. Je suis tombée dans la potion magique de la périnatalité, moi, depuis toute petite. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans toute la gestion non pharmacologique de la douleur des patientes là, qui accouchent. Fait que tout l'accompagnement de ces femmes-là, je me suis spécialisée là-dedans. J'ai vraiment trippé beaucoup là-dessus.
j'ai gravité beaucoup, tu sais, dans le monde universitaire, j'ai enseigné, j'ai fait des formations, j'ai fait beaucoup de choses en ce sens. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le réseau de la santé. Donc, autant auprès, dans le fond, des patientes, puis aussi, je me suis après ça dirigée un peu plus vers la gestion, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours voulu changer le monde à ma façon, depuis toujours. Donc, je changeais le monde avec mes patientes. Après ça, j'ai voulu changer le monde plus d'un point de vue organisationnel. Donc, j'étais allée là. Puis, un bon matin, j'ai décidé que j'allais changer le monde d'une autre façon. Donc, je suis partie là du réseau, là, dans le fond de la santé, puis j'ai créé ma propre entreprise de soins infirmiers privés. Ça va faire près de 2 ans que je fais ça à temps plein. Donc, je change la vie du monde à tous les jours maintenant, à ma façon, encore une fois. Donc, là, j'ai une clinique de soins infirmiers privés, dans le fond, puis on offre là, des services en hormonothérapie. Fait qu'on est vraiment dans tout le volet de santé de la femme, mais on se spécialise vraiment là préménopause, ménopause, gestion du cycle des patientes qui ont des problématiques en lien avec tout ça, la santé de la femme. Donc, c'est ma spécialité. Puis, j'ai une grande équipe pendant ça. Je parle beaucoup au jeu, là, mais tu sais, je travaille avec des médecins, des infirmières praticiennes spécialisées, des infirmières cliniciennes, des adjointes administratives. On est quand même une grosse équipe en arrière de ça, donc c'est ce qui fait la force de cette belle équipe-là. Fait que ça, c'est point de vue professionnel, c'est ce que je fais. Puis, point de vue trail, parce que je suis vraiment une passionnée de trail aussi. J'ai toujours couru, ça fait 1000 ans que je cours. J'ai tout le temps couru. À l'école, je courais. J'étais tout le temps la fille première de toutes les courses, mais tu sais, avec les 2 gars. Puis là, fallait que je batte les 2 gars. J'ai toujours été cette personne-là. Il y avait un esprit de compétition, là. J'ai toujours été très compétitive, oui. Fait que j'ai tout le temps couru. Et puis là, pas plus que ça, là. Tu sais, je courais pour le fun, puis des petits événements, puis des trucs de marathon, tu sais, comme tout le monde, là. Mais c'était pas plus que ça. Puis j'ai peut-être dans les dernières années, là, tu sais, je courais plus pour me... Tu sais, à un moment donné, on a des enfants, puis là, tu sais, on dort moins, on trouve ça des fois un peu plus difficile. Des fois, on est moins aligné avec notre intérieur, tu sais, des fois, des travails, vie personnelle, on vit des choses plus difficiles. Puis j'ai couru longtemps pour gérer ça, disons-le comme ça. Mais tu sais, la course, quand même, un puissant antidépresseur et tu sais, ça l'aide vraiment beaucoup à penser tout ça. Donc, je courais pour ça, puis pour me donner de l'énergie aussi, parce que quand on dort pas, souvent, on n'a pas beaucoup d'énergie. Fait que la course me donnait de l'énergie. Puis, peut-être qu'on reviendra, là, mais j'ai un enfant qui est quand même particulier, qui est avec un handicap. Donc, ça l'amène beaucoup de particularités, pas beaucoup de repos, très peu. On a beaucoup d'années. Donc, c'est ça. Fait que j'ai couru beaucoup pour ça. Puis là, je vous dirais qu'il y a comme un game changer dans ma vie, là. Je sais pas si c'est le bon terme, là, mais bref. Tout à fait. C'est correct? On n'est pas au premier anglicisme à pas sortir du bois. On s'excuse à l'OQLF. On va le mettre en parenthèse. Mais il y a comme eu un moment où est-ce que tout a changé, justement, tu sais, quand j'ai décidé que j'allais, tu sais, monter mon entreprise, puis que j'ai décidé, tu sais, un jour dans ma vie, moi, que j'étais heureuse, puis que j'allais être heureuse pour le restant de ma vie, puis que j'allais faire ce que j'avais envie de faire au quotidien, puis que, tu sais, je vivais maintenant, tu sais, la retraite, c'est pas un plan, là, tu sais, je veux dire, moi, je vis maintenant, puis je profite de la vie aujourd'hui, puis c'est fin de l'histoire, là. Fait que, à partir de ce moment-là, la course, elle a comme embarqué là-dedans, mais elle a pris vraiment une autre connotation. Fait que, tu sais, moi, je cours plus pour oublier, pour me gérer, pour... Non, tu sais, je cours parce que quand je cours, je vis des émotions, je vis des sensations, je vis des choses. Je me dépasse. Ben oui, c'est beau. Mais je me parle des fois, puis j'ai comme plein d'émotions, tu sais, je le sens en dedans, tu sais, c'est quand même spécial, tu sais, pour vrai, quand on court, on vit plein d'affaires, on se dépasse, on apprend à se connaître, puis après ça, tu sais, ça, on le garde dans nous, cette expérience-là. Fait que quand dans la vie, c'est plus difficile, tu sais, on se rappelle des moments difficiles à la course, puis on se trouve, moi, je me trouve tellement forte, là, quand je fais des courses, puis je me dépasse, là, après, quand je suis dans le travail, puis il y a des petites situations, des fois, un peu coquines, je fais comme, tu sais, prends ce tour 2 minutes, puis je reviens à ça, puis tu sais, je me dépasse. Fait que, tu sais, aujourd'hui, la course, c'est vraiment complètement différent. Puis c'est comme un peu une trappe, là, cette affaire-là, tu sais, l'ultra-trail, tu sais, on devient un peu victime de ça, parce que là, on en fait, on veut en faire plus, on fait une plus longue distance, on aime plus ça, on le fait sur une journée, 2 journées, 3 journées. Fait que là, tu sais, on embarque dans une espèce de cercle. La communauté est tellement attachante que, je veux dire, moi, je suis complètement pris là-dedans, puis je ne fais que des belles découvertes, que des belles... Vous en êtes toutes issues de ça, fait que je trippe ma vie. Là, on découvre le trail pour la course, mais on reste pour la communauté, vraiment. Pour tout le reste, et la course reste là, mais ce qui est le fun de ça, on s'en souhaite à personne des blessures, mais tu sais, des années difficiles où les blessures nous mettent sur le côté. On peut pas participer à nos événements, mais on peut participer dans la communauté puis faire s'accomplir à 90% dans la communauté sans le petit 10% d'avoir des dossards, de faire des courses, puis on peut faire tout le reste. Il y a de quoi de beau là-dedans. Ouais.
Fait que c'est à peu près ça mon c'est parcours. Le fun. J'aime ça, moi, les infirmières qui deviennent entrepreneurs. On dirait que c'est la thématique du début d'année avec Sandrine au dernier épisode. Sarah, c'est ça aussi. J'ai le goût d'y aller les femmes d'abord. JP, on parlera de toi un peu plus tard. Sarah, parle-nous de toi. T'es venue au podcast à l'épisode 137. J'invite les gens à écouter cet épisode-là, même avant celui-ci. C'est comme on dirait, c'est sans le savoir, c'est 2 épisodes qui se complètent bien. Mais pour les gens qui veulent rester sur cet épisode-là puis qui iront écouter le 137 plus tard, parle-nous de toi. Ben c'est ça, je vais être bref parce que j'ai déjà parlé là, dans un podcast, mais ça, je suis kinésiologue. J'ai fait une maîtrise en périnatalité à l'Université de Sherbrooke. Vraiment, comme Véro, je suis vraiment passionnée de la maternité depuis que je suis toute petite. Tu sais, je dis souvent, moi, je voulais être une athlète olympique et une mère. Tu sais, c'était pas mal ça. Fait que j'allais comme chercher des réponses à mes questions. Puis c'est peut-être quelque chose que j'ai moins parlé dans le podcast ensemble, mais moi, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, j'ai voulu en apprendre plus. Puis je pense que c'est vraiment une passion qu'on a, tous les 3, qu'on s'est rendu compte. C'est, je pense, le pouvoir du corps de la femme. Puis moi aussi, j'avais fait mes cours d'accompagnante à la naissance durant ma grossesse. J'ai accouché en maison de naissance. Donc, tout le dépassement de soi, la gestion de la douleur, tu sais, ça a tout fait partie de mon bagage pour finalement arriver à dire je veux ouvrir mon centre Bougeotte et Placotine qui va être un centre d'entraînement fonctionnel qui va respecter les changements du corps de la femme, qui va accompagner la femme durant sa grossesse et le postnatal pour redonner du pouvoir aux femmes, pour l'éduquer et tout ça. Donc, tu sais, ces 2 personnes-là, pour vrai, sont vraiment extraordinaires. Je pense qu'on est tous des passionnés et des personnes engagées dans notre milieu qui a la naïveté. Je vais dire ça comme ça, là. On croit profondément qu'on peut changer le monde. Oui. Une mère à la fois, une femme à la fois. Donc, grosso modo, j'ai joué au basket longtemps, j'ai fait de la course, j'ai commencé plus sérieusement à l'université dans l'équipe de cross-country. Je suis arrivée dans la trail, c'est comme une continuité naturelle. J'ai toujours aimé être dans la nature, être dans le bois. Et comme Véro, il y a vraiment un parallèle, je pense, entre l'accouchement, l'entrepreneuriat et la course de trail. C'est comme interrelié. Tout ça, c'est du dépassement de soi, c'est la gestion de son mental, c'est comprendre son corps, c'est se connecter à soi, c'est être capable de prendre du recul dans des situations stressantes, gérer son anxiété. Fait que je pense qu'on partage beaucoup de passions communes. Puis, c'est sûr que nous, avec Bougeotte et Placotine, tu sais, j'ouvre des centres et tout ça. Notre but, c'est d'éduquer, de redonner à la société, de développer des outils. Puis, quand, c'est ça, je les ai rencontrés à la formation de la clinique du coureur, puis qu'ils ont appris aussi que je développais des cours en périménopause, puis que eux, c'était vraiment leur créneau. Tu sais, ça a encore plus cliqué, puis on s'est dit, là, faut qu'on fasse vraiment beaucoup de choses ensemble. Fait que, grosso modo, c'est ça. On peut tous parler très longtemps de notre histoire, mais je pense que, grosso modo, c'est ça. Puis je pense vraiment que ce qui nous réunit, là, ça a été un coup de foudre de professionnel, mais humain aussi. C'est nos passions. Puis tu sais, que Véro soit aussi... J'en connaissais pas beaucoup, moi, de femmes qui étaient autant calées au niveau de la gestion de la douleur. Tu sais, elle a fait quand même beaucoup des publications, des articles, essayer de changer les choses dans les hôpitaux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis découvrir, là, je vais pas vendre le punch, là. Un homme, médecin, accoucheur aussi passionné, genre de la santé de la femme. Tu sais, je veux dire, c'est extraordinaire. Ah ouais. Moi, je me considère très chanceux aujourd'hui. J'ai l'impression que dans mon sous-sol ici, dans la chambre d'amis, j'ai des experts qui veulent changer le monde. Puis ça, j'aime ça autant dans vos 2 interventions, Sarah, Véronique. On parle de fierté, on parle de force de changer le monde. On dirait que c'est des termes que les gens ont... Je sais pas comment dire, sont gênés d'utiliser, tu sais, puis on peut se lever le matin puis dire qu'on va changer le monde à notre portée. Je veux dire, on n'est pas président des États-Unis, mais on peut changer le monde à notre portée, puis vous le faites auprès de plein de mères. Moi, quand on s'est rencontrés la première fois, Sarah, ma blonde, était enceinte de 8 mois. 10 mois plus tard, 11 mois plus tard, depuis cet enregistrement-là, j'ai ma blonde qui a visité Bougeotte, qui a eu des cours là. Ma sœur qui a accouché, qui a eu des cours chez Bougeotte. Les 2 en parlent, ça l'a changé leur vie, une partie de leur vie, tu sais. Puis même chose de ton côté, Véronique, quand on dit on veut changer le monde, quand on parle de se sentir forte, de se sentir fort par rapport à des ultras, faut comme pas être gêné de ça. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens ils ont peur de dire ces choses-là parce que ça a l'air d'être de la vantardise. C'est rien de tout ça. On fait des sports qui nous font sentir bien, puis faire des ultras, faire de la course de trail, être dans la boîte, être dans le dur, peu importe la distance, arriver à une ligne d'arrivée, c'est extrêmement
il y a un terme anglais que j'allais dire, mais ça nous rend fort, c'est empowering, puis ça nous drive sur tout le reste dans la vie, puis c'est correct de sentir ces émotions-là, puis de les vivre, puis de les nommer. Fait qu'en 10 minutes, me semble, on vient déjà d'envoyer un message, dites-le haut et fort. Vous avez le droit de vous sentir fort, de vous sentir forte, puis de l'assumer pleinement, puis de se dire qu'à votre portée chacun, ben on change le monde. Fin de l'épisode, merci. Non, je blague, ça fait juste mettre la table très très bien pour la suite. Jean-Philippe, parle-nous de toi. Donc, moi, je suis le docteur Jean-Philippe Blais. Je suis effectivement docteur dans la vie. Des fois, je fais des blagues avec ça. Là. Je dis que c'est mon passe-temps. Là. Je suis rentré à la base en médecine pour devenir un chirurgien. Je voulais pas nécessairement faire de l'obstétrique. Là. Ouais. C'est un passage obligé qui m'a amené dans ce domaine-là. Puis, à un moment donné, on en parlait tantôt avec Sarah, mais à un moment donné, j'ai découvert que j'avais peut-être de quoi réaliser dans ça. C'est l'empowerment de la femme. C'est quasiment comme de prendre un athlète puis de le dire, bon, ben là, on commence là, puis on va mener ça à... Ouais. La fin, la finalité qui est la naissance de l'enfant. J'ai été extrêmement... ça m'a... Du plus loin que je peux me souvenir d'avoir vu le premier accouchement, parce que quand on n'a jamais nécessairement vu ça dans notre vie, on peut pas nécessairement comprendre, là, mais tu sais, d'avoir quand la naissance se fait, puis de voir qu'il y a un être humain qui prend vie, tu sais, chaque personne que tu vois qui étudie en médecine va toujours dire que son domaine est tout le temps le plus beau. Le cardiologue, il va dire, ben, c'est le cœur qui est important à la vie. Oui. Ben, moi, ce que je trouve quand même spectaculaire, c'est que c'est le corps d'une femme, il va amener la vie, mais il va le construire, puis il va le construire sans même avoir à y penser. On va prendre une demi-quantité d'informations d'un humain avec une demi-quantité d'informations d'un autre humain, parce que c'est ça qu'on fait sans même avoir à y réfléchir. Puis le corps de la femme, ben, prend ça en charge, puis... après ça, ben, on constitue un être humain qu'elle va construire pendant 40 semaines, puis le mener à la naissance, puis tu te dis, wow, tu sais, on n'a même pas besoin le matin de se faire une checklist de aujourd'hui, je vais faire des poumons, un cœur, un système sanguin, tu sais, ça se fait tout seul. Mais l'événement de naissance est extrêmement spectaculaire. Et moi, je dis tout le temps aux femmes qu'on voit à la clinique ou à laquelle on est à la salle d'accouchement, tu sais, nous, notre objectif, c'est surtout de s'assurer que tout va bien. Moi, j'accouche pas, c'est les femmes qui accouchent. Ouais. Moi, je suis là pour m'assurer de la sécurité, lui donner les outils, m'assurer que bon, tout se passe normalement, faire de l'accompagnement. Mais moi, j'ai tout le temps été pour l'empowerment, comme on disait tantôt, que c'est à la femme de prendre puis de réussir ce qu'elle désire entreprendre, puis avec les meilleurs outils possibles. Donc, c'est toujours ça l'est encore, là, après 13 ans, là, de faire ça, puis de réussir ça, puis de faire ça dans le bonheur, puis dans la sécurité, puis tu sais, on parle de faire des courses, on parle de l'empowerment des femmes. Les femmes apprennent, à mes yeux, je suis pas mal sûr, plein de choses juste durant cette épreuve-là, qui est une épreuve qui est extrêmement exigeante là, pour le corps des femmes, puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que c'est ça qui m'anime. Puis moi puis Véro, on s'est rencontrés ça fait 3 ans et demi. Moi, j'étais pas à la base un coureur. Je me suis jamais qualifié d'être coureur. J'ai tout le temps été bien...
j'étais tout le temps très informé en ce qui se faisait dans l'ultra, ça me passionnait, je trouvais ça beau, les paysages, les montagnes, j'avais aucune intention de courir. Mais tu suivais le sport, c'est ça que je trouve fou, c'est que tu le pratiquais pas, mais tu suivais l'ultra, tu disais depuis 2014 que tu suis ça à l'échelle internationale. C'est ça, c'est un fan devenu ensuite membre de cette communauté-là. Mais c'est un fan qui avait plus comme le sentiment d'imposteur. OK. J'espère que tu l'as plus. Capable de réussir. Mais moi, mon problème, bon, c'est un beau problème, mais c'est que aussi au début de ma pratique, moi, je faisais des Ironman dans mon travail. Ouais. Tu sais, je travaillais pendant 72 heures. Ouais. En continu, sans congé, entièrement dédié à ce qui peut se produire dans mon travail, pas dormir pendant 2 nuits, là. Je vivais des ultras plusieurs fois par mois. C'est ça. Je courais pas comme on peut courir en ultra, mais je vivais des moments de fatigue, puis de dépassement de soi, puis dans lesquels tu dois conserver un état de lucidité extrêmement élevé, là. Ah ouais. Hein, dans lequel tu as la vie de quand même des personnes dans tes mains. T'sais. Dans un ultra, tu peux te faire gérer à la fin par ton pacer quand ça fait une nuit que tu dors pas. Oui, dans ton cas, après 2 nuits, puis probablement de kilomètres à marcher à droite à gauche de temps sur les jambes, il faut que tu gardes pleinement la lucidité, ce qui est pas le cas de ben des finishers de course de 30 heures. Oui, c'est ça. Puis tu sais, de faire du sleepwalking, je peux pas faire du... non, c'est ça. Je peux pas faire ça dans mon travail. Non. 5 minutes, moi je connais jamais ma vie. 5 minutes après, ma vie peut être changée. Ouais. Ça peut être dans une situation d'urgence. Donc, il y a cette espèce d'adrénaline-là. Mais j'avais beaucoup de difficultés à construire puis à être capable de poursuivre des entraînements de course parce que j'étais tout le temps en train de récupérer de mon ultra. Puis je faisais ça facilement, quasiment aux semaines et demie. Là. Ouais. Donc, c'était quand même extrêmement exigeant. Dans les dernières années, après ça, on est tombé plus à 36 heures. Fait que là, j'avais un peu plus de temps. J'étais capable là, de cumuler un peu plus. Dans la dernière année, on est passé à 24 heures parce qu'on avait des nouveaux membres là, qui s'étaient joints là, à nous. Donc, ça a tombé plus facile. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir plus la liberté de pouvoir développer ça. Véronique, initialement, courait surtout en route. Puis moi, j'avais l'intérêt de courir en forêt, en sentier. Ouais. J'avais aucun intérêt. Je ne voulais pas faire de demi-marathon. Je ne voulais pas courir sur le chemin. Moi, j'aimais l'expérience un peu comme en vélo de montagne, d'être près de la nature. Ouais. Puis quand j'ai pris le bagage de Véronique de course, puis qu'on l'a amené en sentier, ben là, tout s'est comme enchaîné, puis on a augmenté les distances, les sorties. Bon, moi, j'étais un coureur de 4-5 km 2-3 fois par semaine. Ouais. Puis, tu sais, je me contentais très bien de ça parce que ça me permettait d'évacuer, puis de me sentir bien, puis un peu ce que les filles disaient tantôt. Jusqu'au jour où Véronique... apprennent plus sur les événements de trail parce que veut pas, on baigne là-dedans puis on apprend de l'information. Puis que là, Véronique me dit wow, le Arikana, c'est hot ça, cette affaire-là. Puis tu sais que le lendemain qu'on regarde ça puis qu'on elle m'arrive puis elle me dit ben je sais pas si tu le sais là, mais t'es inscrit au 27 l'année prochaine. 28. C'est à partir de là. Fait que ça va. Fait que notre histoire de trail a commencé là. J'aime ça. Je suis pas dans l'ultra trail, là, je suis dans le trail. Pas obligé d'y aller mais non comme plus. tu dis souvent à ton antenne, il n'y a pas de petite distance. Non. Il y a seulement des émotions puis du vécu qu'on vit dans ça. Puis on a au courant de la dernière année, mis le sport au centre de notre vie avec notre travail. C'est pour ça que je dis que, tu sais, mon travail, c'est un peu comme mon hobby parce que j'aime ce que je fais. Mais on vit autour de tout ça, là, de mélanger tout ça, là, les sorties en nature, le travail, la vie familiale. Trouver un équilibre à travers tout ça.
Ouais, on essaye d'avoir un équilibre, mais non juste être d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ben, c'est super intéressant, ça met bien la table pour les discussions qu'on va avoir aujourd'hui. On le disait, l'épisode 137 avec Sarah est un peu un point de départ. On avait parlé un peu de déficit hormonal, c'est une des choses qu'on a parlé, puis en préparant l'épisode, on s'est rendu compte que ça peut toucher tellement de monde qu'il fallait faire un épisode quasiment juste là-dessus, mais d'aborder ces sujets-là, puis j'ai envie qu'on se lance là-dessus. Avant qu'on rentre dans les déficits, avant qu'on rentre dans le surentraînement, avant qu'on rentre dans tout ça, est-ce qu'on peut simplement définir le rôle des hormones, tu sais, parlons comme si j'étais un enfant de 5 ans. Je vais être ça aujourd'hui, moi je vais être le niaiseux qui connaît rien là-dedans, donc je vais poser des questions, fait que, puis je pense que je dis niaiseux, c'est une blague, mais il y a des gens qui nous écoutent qui sont au même niveau que moi, puis je pense que c'est intéressant de revenir à la base avant qu'on rentre dans des sujets un peu plus profonds. Fait que Véronique, veux-tu nous lancer là-dessus? Mais je pense que je vais repasser le micro parce que pour tout le volet de ce qui est vraiment le rôle des hormones, Jean-Philippe est vraiment super bon pour expliquer ça puis vulgariser ça, fait que je vais lui laisser expliquer ça. On passe le micro. Il aime vraiment ça parler de ça. Puis après ça, je vais aborder la suite. Parfait. Puis, tu sais, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était de rejoindre monsieur, madame, tout le monde qui fait de la course en sentier, qui est le coureur, qui met du temps dans ses sorties, met du temps dans l'entraînement, travaille, tu sais. On a plein de modèles élites, tu sais, qui réalisent des choses extraordinaires autant au Canada qu'à l'international, mais on voulait aussi que ça soit assez grand public parce que tu sais, je pense que c'est ça un peu aussi l'auditoire, puis c'était de ramener ça un peu à la base, puis de pas faire plus compliqué que ça. Le but c'est pas d'être compliqué là, puis ça va avoir l'air des fois un peu peut-être généraliste ou simpliste si tu sais il y a du monde plus spécialisé un peu là qui écoute le podcast, mais c'est de ramener ça aussi à l'enseignement populationnel. Fait que les hormones sont très importantes là dans le corps. Il en existe plusieurs. Il y a plusieurs organes qui en produisent. Ils n'ont pas toutes la même structure non plus. Là. Ils sont constitués là, de différentes... bon, ça dépend de l'organe là, qui les produisent, mais aujourd'hui, on va parler des hommes et des femmes, mais on va parler surtout des hormones là, dites là, les hormones sexuelles. Les hormones, qu'est-ce que c'est dans le fond? Ben, c'est comme un peu des messagers du corps qui sont produits en réponse à différents signaux que les glandes vont détecter, puis ils vont produire ces messagers-là qui sont des hormones qui vont circuler dans la circulation sanguine puis qui servent à ajuster le fonctionnement du corps humain. Bon, tout dépendamment aussi de où ils proviennent et quels sont leurs rôles, ben ils n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Si on parle des plus courants, ben des fois on entend parler de problèmes thyroïdiens. Ouais. Donc ça il y a les hormones thyroïdiennes qui sont extrêmement importantes dans la gestion de plein de réactions du corps humain. Autant que quand on a des dysfonctions de ça, on peut se retrouver à avoir des fatigues importantes, ça peut même mimer des dépressions importantes, ça sert au fonctionnement global de l'organisme, donc cette hormone-là, entre autres, il y a le cortisol, mettons qu'on entend aussi, dans ce qui nous tient plus à cœur. Aujourd'hui, on parle des hormones sexuelles, mais on parle surtout de la testostérone, de la progestérone, puis de l'estradiol, puis c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme qu'on n'a pas aussi les trois. Okay. C'est seulement la proportion de ces hormones-là qui définit, dans le fond, si on va être un homme ou une femme. On entend souvent cette division-là binaire, même quand on est jeune à l'école, quand ils nous expliquent la testostérone, c'est les hommes, l'estrogène, progestérone, c'est les femmes, puis on arrête là. Je comprends que c'est un peu c'est moins clair, c'est moins c'est noir et blanc. Là. Mais il y a de l'estrogène, de la progestérone dans le sang de l'homme, mais pas en même proportion, bien sûr. Puis chez la femme, il y a aussi de la testostérone qui mesure
durable. Donc, c'est leurs proportions qui sont importantes, c'est leur niveau qui sont importants dans l'action qu'ils vont avoir à produire, puis c'est de là aussi que quand on note certains déficits de ces hormones-là, ben que ça entraîne des problématiques de santé. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant aujourd'hui, c'est on veut pas que les gens s'auto-diagnostiquent, mais ça reste que c'est quelque chose qui, je pense, qui est plus courant puis qu'on parle pas assez, que les conséquences de ces changements-là, ces déficits d'hormones, ce que ça peut produire. Puis je pense que le but, c'est pas que tout le monde en ressorte de l'épisode puis soit un expert puis puisse s'auto-diagnostiquer, mais être capable de voir des signes avant-coureurs ou un moment, je vais peut-être prendre un rendez-vous chez mon médecin parce que ce que j'entends dans l'épisode me semble que c'est peut-être des signes que je vis. Quand il y a un déficit, comment ça peut se vivre? C'est quoi les conséquences qu'on a sur le corps, sur l'humeur, sur la santé mentale? Juste avant ça, le point que tu viens de dire, là, c'est vraiment, comme tu dis, le but, c'est pas que le monde s'auto-diagnostique. C'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment dans un but informatif. Ouais. Mais c'est surtout parce que, on voit du monde tous les jours, on entend des femmes à tous les jours nous dire « Mais mon Dieu, je savais tellement pas que ça pouvait exister. » C'est vraiment un monde à part, le monde des hormones. Puis, on n'a pas été informés là-dedans comme femme, comme jeune fille, comme adolescente, comme on part vraiment de loin, puis on pourrait vraiment en parler très, très longtemps, mais ça part de là, pour vrai. Puis on fait face à ça, fait que c'est pour ça que c'est important, je pense, de l'adresser, puis seulement peut-être semer des petites graines, puis de faire des prises de conscience, puis après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, puis prendre le chemin qu'ils veulent face à tout ça, puis c'est tout à fait correct. Mais par rapport c'est par rapport au déficit hormonal. Ouais, c'est quoi les signes avant-coureurs, c'est quoi les conséquences quand il y a un débalancement de ce que JP vient d'expliquer, de ces quantités-là dans le corps? Souvent, on va parler, de préménopause, de ménopause, autour de tout ça, mais c'est sûr qu'il y a un bon moment donné, la femme autour, d'un souvent, ce qu'on va voir, c'est que les femmes autour de 35 ans, vont commencer des fois, c'est jeune, là, 35 ans, là, mais on dit pas que les femmes sont en ménopause à 35 ans, c'est pas ça, là, mais ils vont commencer à avoir des changements, dans leur cycle. Souvent, les femmes vont dire, me semble mes cycles sont plus comme avant. Me semble, moi, mes règles, j'aurais pas ça dans ma vie, mes règles ne géraient pas ma vie. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, ces femmes-là se réveillent après des grossesses ou autour de 35-40 ans, puis font comme tabarouette. Il me semble qu'il se passe des affaires. Il me semble que je saigne plus. Il me semble que j'ai plus mal au ventre. Il me semble que mes SPM, mon Dieu, les SPM, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vécu ça de même, mais c'est l'enfer, tu sais. Fait que ça, on voit beaucoup ça. Fait que des fois, c'est des signes qui peuvent peut-être nous amener à penser que notre corps, à un moment donné, notre corps vieillit, notre corps change. Oui. Donc, il se passe des changements hormonaux. Les niveaux hormonaux vont changer. Des fois, vont baisser, vont juste fluctuer aussi. Mais ça va amener ce genre d'affaires-là. Puis plus tard aussi, ben là, c'est sûr qu'on peut vivre aussi d'autres affaires. Les cycles, au lieu de les cycles vont plutôt se raccourcir à un moment, les cycles peuvent s'allonger. À un certain moment, les cycles peuvent se raccourcir. Les femmes, après ça, vont vivre plein d'affaires. Ils vont être fatiguées, ils se comprendront plus, ils vont être... C'est plus juste une question de SPM aussi, là, ça va se promener beaucoup dans le cycle, autour de l'ovulation. Puis à un moment donné, ça peut être tout le temps là aussi, là, mais des femmes qui sont extrêmement, qui se reconnaissent plus, qui sont fatiguées, qui sont plus capables de faire du sport comme elles le faisaient avant. C'est des femmes qui se disent souvent éteintes, pas d'énergie, puis ils étaient pas comme ça, là, mais ce que les femmes disent, c'est « je ne me reconnais plus ». Ce corps-là, c'est comme... C'est vrai que c'est plus mon corps, ils sont pris dans quelque chose puis ils sont pas capables de passer au-delà de ça puis ils sont vraiment impuissantes. Fait que c'est vraiment ça, puis je sais pas, Sarah, tu sais, si... je trouve ça... J'étais vraiment contente qu'on puisse en parler parce que on est comme dans un monde un peu de performance, surtout dans l'ultra-trail aussi. Puis moi, mon créneau, c'est plus au niveau du pré-postnatal. Au niveau hormonal, tu sais, j'ai développé, mais c'est pas nécessairement, tu sais, je suis pas aussi calée que ces deux-là. Mais j'étais vraiment contente qu'on en parle parce que il y a une partie qu'on contrôle pas, justement, au niveau de tout ce qui est les changements hormonaux. Puis, tu sais, des fois, j'explique aux femmes enceintes, tu sais, là, les hormones, tu sais, justement, sexuelles, c'est fou comment c'est bien fait. Puis, tu sais, la fluctuation hormonale est faite pour que vous tombiez enceinte, là, quand tout va bien, là, tu sais. Le taux de testostérone va monter en période d'ovulation parce qu'on veut qu'il y ait un bébé, puis que là, ça va retomber finalement. Puis, tu sais, t'es enceinte, il va avoir un lien avec la libido. Il va avoir comme... Le corps est super bien fait, comme tu parlais au début là, de JP, tu sais, comme le corps de la femme est quand même incroyable. Puis, je trouve que il est super bien fait, le corps, mais il y a des effets secondaires à ces fluctuations hormonales-là qui sont souvent incontrôlables dans cette période-là de maternité.
l'allaitement va impacter, il va y avoir beaucoup de choses qui vont impacter, puis ça va jouer sur sa capacité à courir et à retourner à la course en période postnatale. Et je trouve ça vraiment pertinent d'en parler parce qu'on peut pas tout contrôler. Et je trouve que dans une société de performance, on se dit, je vais faire mes exercices, je vais faire tel truc, mais il va y avoir une partie qui va être incontrôlable. Il va falloir être patiente parce que justement ces fluctuations hormonales-là qui sont vraiment aussi différentes d'une femme à l'autre va impacter notre capacité de retourner à un moment à la course ou non. C'est pas juste je me tiens en forme et tout ça. Va falloir écouter justement et respecter le corps de la femme, justement, qui est complexe, mais le corps de l'homme aussi, qui est complexe. Fait que je trouvais ça important qu'on l'amène parce que des fois, je trouve que dans des podcasts, on cherche des réponses très, très claires. Quand je peux recommencer? Fille... On n'est pas vraiment là-dedans, c'est du cas par cas. Ça va vraiment être du cas par cas, mais en parler... Je pense que peu importe les phases de la vie, finalement, d'une femme ou d'un homme aussi, on peut mieux se comprendre puis dire, OK, finalement, c'est pas tout de ma faute. C'est pas je me suis pas assez entraînée, j'ai pas assez progressé, écoute, ça se peut que toi, tu sois vraiment sensible aux changements hormonaux, puis que tout ton système ligamentaire, là, puis qui soutient tes organes, là, il est pas prêt, tu sais, à recommencer aussi rapidement, puis faire des aussi grandes distances, puis fait que c'est vraiment pertinent, là, tu sais, d'en parler, puis de un peu se déculpabiliser aussi face à ça. Je trouve ça très important ce que tu dis, puis je sens que c'est de même, puis aujourd'hui, je vais essayer aussi de trouver des liens hors de notre discussion pour que ça puisse être intéressant au plus grand nombre, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de choses dans la société, dans notre société ici, mais même dans notre communauté trail, il y a cette pression-là à si telle personne l'a fait comme ça va être comme ça pour moi aussi. Retour à une blessure. Oui, il y a des moyennes de temps de retour d'une fracture de stress du pied. Je dis n'importe quoi. Mais tout le monde va être différent selon l'âge, selon plein d'autres facteurs qui n'ont pas rapport avec l'âge, pas rapport avec le sexe, pas rapport avec t'es-tu en forme, t'es pas en forme, t'es-tu un ultramarathonien qui fait des 200 mètres ou tu fais des 5 kilos, ça change. Puis moi c'est drôle, je l'entends en ce moment aussi, je parlais avec mon ostéo par rapport à notre petit gars qui il est rapide à se mettre debout puis à essayer de marcher, puis il nous disait le début de la marche, c'est pas important, c'est pas grave. Le 4 pattes est plus important que la marche, mais dans la société, il y a comme une pression. Hey, il marche-tu? Première question, en ce moment, il y a 10 mois, fait qu'on se promène quelque part, tu rencontres quelqu'un que tu connais un peu moins, il fait-tu ses nuits, il marche-tu? C'est variable sur tellement d'affaires, puis s'il marche à 16 mois, ou à 10 mois, ou à 8 mois, ou à 2 ans, il va se rendre en maternelle comme tout le monde, tu sais. Puis j'ai l'impression que sur plein de choses, il y a cette pression-là, puis on l'entend beaucoup sur le retour à la course à pied post-accouchement, postpartum. Il y en a que ça va être extrêmement rapide, il y en a que ça va être plus long, puis ça met une pression, puis c'est triste parce que chaque femme est différente, chaque athlète est différent, puis cette pression-là sert à rien. Tu sais, ça fait juste rajouter, c'est un gros nuage noir qui te suit tout le temps. Faut être conscient avec soi-même. Tout à fait. C'est sûr qu'on parle de déficit, mais j'aimerais ça faire un peu aussi une explication de qu'est-ce qui se passe aussi, mettons chez l'homme puis chez la femme, là, pour qu'on comprenne où parce que là, on va revenir aussi peut-être sur des zones peut-être un peu où est-ce qu'on pourrait s'entraîner aussi là, de différentes, mais chez l'homme, c'est assez stable. Okay? Ouais. On n'a pas ces fluctuations-là. À vrai dire, faut quand même lever le chapeau à nos conjointes qui vivent ça mensuellement. Okay? Parce que c'est sur une base, là, on s'entend, là, mettons, on va parler 28 jours. Là, ouais. OK, mettons, ça, c'est la moyenne. Il y a une fluctuation aussi qui est normale là, autour de ça, là, mais mettons, 28 jours, c'est facile à discuter. Les hommes ont, eux autres, toujours le même taux de testostérone. Alors, tranquille, c'est stable. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on peut regarder nos conjointes puis pas comprendre. Puis c'est pour ça que c'est important aussi que les hommes écoutent le podcast aujourd'hui. C'est encore plus important pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'il faut qu'ils l'écoutent avec leurs conjointes. Puis ils ont peut-être des conjointes qui font de la course en sentier comme nous, on est un couple qui court en sentier. Là, hein? Fait que... Quoi, vous êtes un couple? On l'avait pas dit. Mais je pense qu'on l'avait pas dit dans l'épisode. On le savait dans la vie, mais... Ben oui. Ben en tout cas, ça... Je blague, je t'ai coupé dans ton flow, hein. Puis,
il est en train de nous déstabiliser. Je suis pas fin, hein? 28 jours. Mais je trouve ça bien de le mettre en parallèle, il existe des déficits. Ouais. Puis il existe des déficits chez l'homme qui s'appellent l'andropause, mais qu'on va voir beaucoup plus tardivement. Puis il accompagne souvent aussi des mauvaises habitudes de vie, des prédiabètes, des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut être très attentif chez l'homme, mais on parle de beaucoup plus tard, là, 60, 70 ans. Donc, catégorie que aussi on évalue, mais tu sais, qui est assez différente. Mais c'est important de comprendre que le corps humain il a été développé chez l'humain pour être capable de se reproduire à tous les mois. Ouais. OK? Et les animaux ne font pas ça. Ils font ça par période de rut souvent. Ça, c'est très particulier à nous. On a cette capacité-là de pouvoir procréer à tous les mois, ce qui fait que probablement au niveau de la Terre entière, on s'est développé quand même de façon assez importante parce qu'on avait la possibilité de le faire à l'année. Fait que sur 28 jours, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe des fluctuations hormonales, mais ces fluctuations-là ne sont pas toujours pathologiques. Il y a des fluctuations qui servent à établir, parce que le but, c'est d'engendrer une grossesse au bout de ce cycle-là. Et si ce cycle-là ne mène pas à ça, ben, il se reset et il recommence. Fait que souvent, en gros, là, pour faire le tour, on sépare ça en deux moitiés de 14 jours. Donc, la première moitié commence quand le saignement menstruel débute. Puis, il peut durer, quelques jours jusqu'à une semaine. Puis ça, ça se produit parce qu'à la fin de la dernière période, il y a eu une chute hormonale parce qu'il n'y a pas eu fécondation de l'ovule. Puis, cette chute hormonale-là fait que l'endomètre est libéré, donc sous forme d'un saignement, qui n'est pas dangereux, là, qui est normal, qui est physiologique. Puis ça, c'est ça qui commence le jour 1 de ce cycle de 28 jours-là. Il y a des femmes qui vivent la période menstruelle de façon différente. Il y en a qui n'ont pas tant de symptômes, il y en a qui ont des symptômes de douleur, des symptômes associés avec le fait qu'ils saignent, des fatigues, des mal de tête. Là. Donc, cette période-là qui peut durer, mettons, de 4 à 7 jours, là, est assez difficile au niveau, là, surtout, là, entre autres, on parle des coureuses aujourd'hui, mais ça prend l'écoute, parce que ça dépend de comment est-ce qu'on vit cette période-là. Ça prend l'écoute, écoute, ça oui, c'est ça. Ça prend l'écoute, il faut s'écouter. Oui. Puis après ça, en général, quand la menstruation est passée, là, on continue notre premier 14 jours assez bien. En général, pourquoi ils sont assez bien? Il y a peu de fluctuations hormonales dans cette période-là. À partir de quand il y a la chute hormonale, il y a peu de fluctuations. Puis en général, c'est pas mal là que les femmes se sentent, somme toute, assez bien. Ouais. Après ça, il se produit l'ovulation à peu près en plein milieu qui se produit des fluctuations hormonales, là, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais qui font faire l'ovulation. Puis après ça, le deuxième 14 jours, il sert à maintenir l'ovule en stand-by dans le but qu'il soit fécondé, puis que ça mène à une grossesse. Parce que l'objectif de tout humain, c'est de se reproduire à tous les mois. T'sais? Fait que c'est pour ça que ce cycle-là se reproduit de façon constante. C'est normal qu'après ça, dans la deuxième partie du cycle, il y a une accélération de la production d'estrogène puis de progestérone. Ça peut être très bien vécu, mais quand il se produit des discordances au niveau de sa production d'hormones-là, là, c'est là que nous, on intervient puis qu'on peut traiter ces conditions-là. En général, cette période-là se produit assez bien. Puis à la fin dans les derniers 28 jours, quand on parle d'SPM, là, c'est souvent, ça va procéder le fait qu'il y a une chute hormonale qui se produit parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Puis cette chute hormonale-là, c'est là qu'elle entraîne souvent des difficultés de l'humeur, il y a des femmes qui ne vivent pas ça, là, puis il y en a d'autres qui le vivent de façon très intensément sur une durée de temps qui est indéterminée aussi. Donc c'est sûr que là, ça peut affecter, et c'est sûr que si ça se produit durant notre course prévue du week-end, il faut apprendre à vivre avec ça, puis il faut être gentil avec soi-même aussi, puis ça, on fait pas le calendrier de course annuel n'est pas fait en fonction de notre propre cycle. Mais je t'écoute depuis tantôt puis je peux pas m'empêcher de penser à ça, la planification de l'entraînement. Les courses elles-mêmes, oui, c'en est quelques-unes dans une année complète puis effectivement ça peut mal tomber puis dans ce cycle-là, mais
au quotidien, l'entraînement, la planification. Je serais curieux de vous entendre, Véronique, Sarah, là-dessus, parce que je comprends qu'il y a une variation aussi de ces symptômes-là, de comment les différentes femmes le vivent, mais ça demeure qu'il y a une planification d'entraînement. On va se faire des cycles, des blocs. Ben là, faut en tenir compte. Là-dessus, c'est super intéressant parce qu'il y a quand même une petite tendance à parler des cycles, mais en tout cas, à moins que je me trompe, là, Véro, tu vas me le dire, mais il n'y a pas nécessairement d'étude qui va dire, mettons, à telle période, on a voulu faire ça, à telle période, tu devrais travailler ça, à telle période. Par contre, c'est très important, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est de se connaître et connaître l'intensité de ses symptômes, puis peut-être jouer autour de ça. Puis, tu sais, si on continuait là, le cycle de JP, qu'est-ce qu'il parlait, puis que là, finalement, ben il y a eu fécondation. C'est aussi de dire que, ben là, le taux de progestérone va rester élevé, puis le taux d'estrogène, et ça, il va avoir des effets secondaires à ça qui sont super bien faits. Dans le fond, on veut essayer d'éviter l'effet contractile des tissus parce qu'on veut pas que le bébé, on veut pas que l'utérus se contracte. Mais ça va faire en sorte que au niveau de la motilité intestinale, au niveau des vaisseaux sanguins, là, l'influx sanguin qui va augmenter. Et là, on va vivre plein de symptômes, certaines femmes plus, certaines femmes moins. Puis on se dit, hey, c'est tough être enceinte, mais il faut le comprendre que c'est là pour une raison, c'est pour la survie du fœtus. Fait que pour revenir à ta question, là, parce que je vais donner la parole à Véro, mais je pense que le plus important, c'est de se connaître et être à l'écoute de ses symptômes, d'accepter ses symptômes, de se faire au pire un journal de bord, puis d'être, tu sais, si la première journée de règle, ça nous rentre vraiment dedans, ben si on est capable de le prévoir, c'est très individuel, mais... Vas-y. Ben, j'ai pas tant à rajouter, Sarah, mais c'est un peu ça aussi. Tu sais, la base, on en revient à bien se connaître, bien se comprendre, noter. Tu sais, il y a des calendriers, il y a des applications, il y a plein d'affaires qui existent, c'est qu'on conseille de noter les choses, comment on se sent pour se comprendre, parce qu'il y a rien de pire, je pense, que de ne pas se connaître, puis des fois tout le temps avoir l'impression que le mois ça a été une montagne, puis ça a pas bien été, puis je file tout le temps mal, je sais pas pourquoi, tu sais. Puis au final, quand tu te mets à noter, là, c'est là que tu vas peut-être te rendre compte que, oups, c'est peut-être un petit peu autour de l'ovulation, tu files moins bien. Oups, c'est peut-être un peu en SPM. Puis là, tu vois que ça revient. Fait que tu es capable de cibler les moments où est-ce que tu te sens moins bien, puis de t'ajuster à ça au final dans ta préparation. Puis tu sais, il peut pas y avoir de recette pour tout le monde. Puis tu sais, non, tu sais, c'est ce qu'on disait, vous disiez dans la dernière formation, c'est qu'il y avait pas de données par rapport à ça de manière générale, même si il y a beaucoup de gens qui s'y penchent en ce moment parce que les gens aimeraient avoir une recette pour tout le monde, mais c'est pas possible, puis j'y crois pas. Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment de se connaître, de s'écouter, puis de se pratiquer autour de ça aussi comme femme. Tu sais, quand tu le sais que toi, ta première journée, quand t'es en règle, c'est difficile, ben c'est correct d'y aller un peu plus doucement dans ce moment-là. Généralement, la première phase du cycle, les 14 premiers jours, les femmes vont mieux, tu sais, sont quand même plus en forme. C'est là qu'ils ont, tu sais, les hormones sont plus stables. Fait que c'est souvent des bons moments, tu sais, pour y aller avec plus d'intensité, des longues sorties, des choses comme ça. Puis après ça, après l'ovulation, ben là, les femmes souvent sont plus incommodées des fois, tu sais, par le sperme qui va s'en venir, puis par les variations hormonales aussi. Donc à ce moment-là, puis tu sais, il y a un état où le corps aussi tombe en hyper au niveau du métabolisme, là, le mot m'échappe là, mais tu sais, au niveau de la température, ça monte, tout monte le métabolisme au repos. Donc c'est plus difficile aussi pour les femmes. On consomme plus d'énergie, on a besoin de plus faim, il y a des raisons à tout ça, on a besoin de plus manger, de tout ça, puis on est plus fatigué aussi. Fait que c'est peut-être un meilleur moment, peut-être pour faire d'autres choses que des super sorties en intervalle. Donc, tu sais, c'est vraiment de s'ajuster selon. Puis aussi, des fois, c'est de tester certaines affaires aussi. Parce que, tu sais, moi, exemple, je sais que je m'en vais faire, tu sais, que je fais l'UTHC cet été. Si je suis dans mes règles dans cette semaine-là, je veux pas que ma vie soit finie. Donc, tu sais, comment je pourrais me préparer à ça en tant que coureuse? Ben, je pense que je vais le tester à mon jour 1 de menstruation, d'y aller courir. Je vais commencer par quelque chose de relax, marche, course en alternance. Puis ça peut être aussi simple que de dire, ben comment je vais gérer ça, mes menstruations, quand je cours? Mettons, si je cours pendant 3 heures de temps, je vais-tu tolérer une serviette hygiénique, une culotte menstruelle, un tampon? Qu'est-ce que je vais être capable de gérer dans ma course? Il faut se pratiquer, je pense aussi, mais tu sais, c'est un choix personnel après ça, mais je pense que de se connaître, de se pratiquer, puis d'adresser les choses, je pense que ça peut être une bonne solution. C'est un peu comme n'importe quoi dans notre sport, dans le sens où il y a plein de facteurs externes, puis ça se peut que cette journée-là, il pleuve à bord debout. Ben si tu t'es pas pratiqué, puis chaque fois qu'il pleut dans ton été, tu sors pas courir, c'est sûr que c'est bien plus déstabilisant d'arriver à Ricana sur le ligne de départ, puis il tombe des cordes, mais c'est comme n'importe quoi, c'est l'équipement. Là, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'était ma prochaine question. On a une course précise qu'on veut faire cette année, puis oups, ça tombe pile au pire moment, mais comme tu dis, c'est de le prévenir parce que vous n'êtes pas à l'abri que ça arrive. Ça. Puis, je pense que c'est de pas être rigide. Tu sais, comment Véro parle, c'est de pas se mettre ce genre de pression parce que je pense pas que notre vie non plus, c'est
là, la course versus et nos cycles. Tu sais, dans le sens que on peut aussi être dans une période que on est au début du cycle très en forme, mais il y a d'autres facteurs dans notre vie. Fait que j'ai l'impression que c'est quand on dit le parallèle avec l'entrepreneuriat aussi, là, cette fameuse agilité-là entrepreneuriale, c'est ça aussi d'appliquer, tu sais, être plus doux là, avec soi-même aussi. Parce que des fois, la rigidité de dire j'ai un plan d'entraînement et si je ne réussis pas à faire l'entraînement au moment que c'est écrit, je suis anxieuse, je remets en doute. Tu sais, il faut comprendre là, qu'il n'y a pas de science exacte sur cet entraînement-là. À moins que tu sois un athlète olympique puis il y a un entraîneur qui te suive là, chaque jour, chaque heure de ta vie. Mais là, nous, là, mettons, là, le trailer amateur, là, je pense que la meilleure recette, c'est celle qui est le plus fidèle à qui tu es. Tu sais, par rapport à tes fluctuations hormonales, par rapport à ton sommeil, ton style de vie, le volume d'entraînement qui fait que tu te blesses pas puis que tu es heureux puis que tu pas l'impression que ça empiète sur ta vie personnelle. Puis ça, on bâtit du succès là-dessus. Fait que tu sais, faut pas non plus tomber. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est contre le fait de dire telle période, faut que tu travailles telle sphère. C'est que ça amène une rigidité qui, je pense, n'est pas nécessaire dans nos vies, tu sais. Ouais, puis, tu sais, ce qu'on voulait, nous, c'était de ramener une discussion sur, tu sais, de discuter sur tout ça, d'expliquer ce que, entre autres, là, la fluctuation qu'on parle là, en question. Mais c'est surtout aussi de normaliser, de donner le pouvoir aux femmes, qu'ils comprennent, qu'ils n'aient pas peur. Moi, je travaille dans ce domaine-là tous les jours, puis des fois, j'aime pas tant comment que des fois les femmes disent « Ah, mes hormones, ah, mes menstruations, ah, mes fluctuations d'humeur », mais c'est de comprendre, c'est d'informer. Mais ça a toute une utilité, ça, cette fluctuation-là qui entraîne des problématiques. Mais moi, je suis tellement pour que ils aiment comment qu'ils sont, pourquoi ça fait ça, ils ont le pouvoir de donner la vie. C'est une mécanistique qui a été développée pour ça. Oui, ça interfère, là, peut-être avec l'entraînement, peut-être avec les entraînements qu'on avait prévus ou avec la sortie, mais c'est d'apprendre à se connaître pour que après ça, on est peut-être capable de travailler un tel type d'entraînement aussi dans la période où ce qu'on a plus de misère parce qu'on le sait, parce que là, c'est pas tout le temps égal, mais ça se peut que notre Arikana va être dans notre première ou dans notre deuxième phase de notre cycle. Quand on va être rendu là, on est quand même des fois un peu capable de le calculer, là, somme toute, quand c'est régulier, mais c'est de pas être pris au dépourvu. Mais les ultra-trailers de tous les jours qu'on est ici autour de la table, là, on est des super athlètes là aussi. Tu sais, je veux dire, on court, on a des vies de famille, on travaille, on fait pas juste s'entraîner. Non, c'est... Tu sais, je veux dire, sur la fatigue d'entraînement, là, on a la fatigue du travail. On a la fatigue d'avoir un enfant qui a 10 mois, c'est ça? Faut l'avoir vécu, là, pour le savoir, là. Puis, tu sais, je veux dire, si t'es un couple de trailers qui n'a pas d'enfant, ben, t'as pas la même réalité que celui qui en a, puis celui qui en a 3, puis celles qui en ont 3, comme Sarah avec nous aujourd'hui. Donc, Sarah a une vie familiale, des enfants, un travail extrêmement exigeant dans lequel elle se dévoue et développe plein de concepts, et elle court. Si elle fait juste courir puis avoir juste ça à gérer avec son cycle mensuel, ben peut-être qu'elle aurait effectivement, puis si elle aurait un coach de niveau international qui suivrait puis planifierait ça au quart de tour comme ça, ben peut-être qu'effectivement ça se vivrait mieux. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est une discussion pour comprendre ça, puis comprendre aussi comment est-ce que ça se passe pour qu'on soit capable de vivre mieux notre course en sentier. Je veux juste dire, ce qui est super important, ce qu'elle dit, là, c'est juste ça que je voulais comme un peu résumer. Ne pas se sentir coupable d'avoir des symptômes en lien avec nos changements hormonaux. Je pense que dans notre société, là, ça a été beaucoup comme aussi le changement d'humeur, de telle affaire. Fait que je trouve ça beau, là, en plus aussi que ça vienne d'un homme. Oui, j'ai l'impression qu'en humour, puis je veux dire, on entend ça, elle doit être SPM. On entend moins, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu ça dans mes milieux de travail et tout, mais il me semble, genre qu'il y a pas si longtemps, à Canal D, il passait des shows d'humour, puis t'es jeune, puis tu zappes, tu tombes là-dessus, puis
il y avait beaucoup de ça, hein, des humoristes hommes blancs, souvent, avec des pantalons de cuir, puis que les hommes, les femmes, hein, puis les femmes pour le respect. Ça a comme été ridiculisé. C'était comme, puis je veux dire, il n'y a pas plus naturel, c'est 50% de la population qui vit ça, 51% de la population qui vit ça. Puis c'est le fun aujourd'hui de le démystifier puis de revenir à la base. Puis quand je t'entendais parler d'être conciliant avec soi-même, comme tu disais, de se donner un break, c'est à tous les niveaux. On est des gens multifacettes. Puis c'est ça qui est beau. Quand tu disais tantôt, on a une vie sociale, on a une vie de couple, on a une vie de parents, on a une vie professionnelle. Moi, je trouve ça beau que la course soit une de ces choses-là parce que dans la vie, ces 5 affaires-là, mettons que t'as ces 5 sphères-là qu'on vient de nommer. S'il y en a une qui va moins bien, qui traîne la patte, t'as les 4 autres. Tu pas tout mettre nos œufs dans le même panier. C'est bon pour le multisport, mais c'est bon aussi pour le multifacette. On a des vies complexes, puis on essaie à travers tout ça d'aller courir. Puis je te confirme que c'était beaucoup plus facile, moi, d'être solide sur mes entraînements. Eric, mon coach, il me disait que j'étais son élève modèle parce qu'il me mettait les entraînements, puis j'y faisais. L'année passée, 2023, ça a été fuck all. Ça a été complètement... Puis à un moment donné, les premières fois, ça te fâche un peu, mais tu te dis, je suis en train de manquer mon entraînement parce que j'étais à 4 pattes en train de jouer avec mon gars, puis je suis seul avec. Si ma blonde a un rendez-vous, elle a couru à droite, à gauche pour ça. Moi, j'ai telle autre affaire, la job. C'est juste ça, c'est pas grave. On est conciliant, puis on arrive au bout de nos objectifs quand même, mais il faut être conciliant. Mais je comprends, j'ai eu des mois où je culpabilisais à manquer les entraînements que j'étais supposé faire parce que là, tu réussis à squeezer une petite demi-heure pour aller chercher du pain à l'épicerie, tu y vas à la course, puis tu dis c'est ça ma course aujourd'hui, j'étais supposé faire 1h30 d'intervalle. Pas grave, on y arrive toutes, mais j'aime le message que là, on parle d'hormones, on parle de déficit hormonal, on parle du cycle menstruel chez les femmes, mais tout ce qu'on entend depuis tantôt de vous trois, ça s'applique à tout le monde sur plein d'autres sujets. Faut être conciliant, faut être agile. L'agilité, me semble, c'est le buzzword en entrepreneuriat, puis c'est le buzzword dans les vies professionnelles en ce moment, mais c'est bon sur nos vies personnelles aussi, là. C'est arrêter de se comparer puis de se mettre une pression qui est vraiment très, très inutile. Exact. Puis je pense que tu le vis avec Bougeotte et Plaquettes, Sarah, où les femmes reviennent postpartum au sport, à l'activité physique, à différents niveaux, à différents timings. Il y en a qui, après 6 semaines d'accouchement, ils peuvent aller courir une première fois. Il y en a que ça va leur prendre 12 mois, 18 mois, je sais pas. Oui, puis la première chose, je suis vraiment chanceuse parce qu'on les voit 2 semaines après avoir accouché souvent. Ouais. Fait que déjà, on essaie de leur dire, là, on va se dire quelque chose. Gang, vous êtes pas comme des athlètes qui vous êtes entraînés jusqu'à 40 semaines à un haut niveau, que vous avez comme accouché et que là, tout votre corps est revenu puis vous avez juste une blessure, mettons. Là, vous avez... probablement diminuer votre entraînement durant... Parce que j'ai pas juste des athlètes, là, bien entendu. J'ai vraiment pas beaucoup d'athlètes, en fait. Fait que vous avez diminué votre niveau d'exercice, vous êtes moins en forme qu'avant votre grossesse, vous avez vécu un ultra-marathon, ultra-trail, peu importe, durant votre accouchement, les accouchements qui durent 36 heures. Là, il y a eu des conséquences vraiment peut-être au niveau du périnée, tu sais, les abdominaux et tout ça. Puis j'ai dit là, vous êtes en phase de récupération. Contrairement à un athlète, vous avez des changements hormonaux, dans le fond, des hormones encore, des taux de votre grossesse qui est encore là. Vous installez votre allaitement et vous ne dormez pas. Fait qu'on va se dire, mettons que votre période repos est pas optimale. Donc, vous pouvez pas vous attendre à ce que demain matin, vous faites votre protocole de retour de récupération de blessures puis que ça revienne. Puis, tu sais, je leur dis tout le temps, hey, les filles, regardez la grande image. C'est quoi votre objectif? On va faire un pas, tu sais, ça s'appelle le premier pas de maman, mon cours. On va faire le plus petit pas possible pour se rendre jusque-là, puis ça prendra le temps que ça prend, mais faut que vous soyez bien avec ce que vous êtes en train de vivre présentement dans votre vie, là. Vous êtes en train de vous occuper d'un bébé, vous avez mis un enfant au monde, là. On va regarder les priorités. Inquiétez-vous pas, là. Vous allez retourner où vous étiez parce que c'est votre mode de vie. Fait que ça va être une étape à la fois, puis je vous dis, dans 3 semaines, vous serez pas où vous êtes aujourd'hui, dans 1 mois, vous serez pas, puis des fois, là, je leur dis, bon, là, on est en podcast, hein, mais audio, mais, tu sais, je leur dis, regardez, la flèche, là, elle va monter de loin, là, on va le voir que vous allez progresser, puis quand vous allez regarder de proche, là, vous allez voir, là, que cette ligne-là, là, des fois, elle a descendu, puis des fois, elle a remonté, puis des fois, elle a descendu. Fait que c'est juste de, comme, on va lâcher un peu comme les reines, là. On va, une petite affaire de lâcher prise. On va se donner du doux. Mm-hmm. Tu
tu sais, puis on va juste comme respecter que ça soit une chose à la fois, on va enlever toute culpabilité, parce qu'on dirait que ça, tu mets un enfant au monde, c'est avec la culpabilité, là. De jamais en faire assez. Oui. C'est pas la culpabilité, c'est la culpabilité que les autres te font sentir. Oui, puis je leur dis souvent aussi, là, quand c'est temps de prendre des décisions, de faire des choix, là, je leur dis, mettons que t'es tout seul sur une île déserte avec ton bébé, là, ton chum, mettons, là, ta blonde, c'est quoi le choix que tu ferais, là, aujourd'hui? C'est ça, là, par rapport à l'allaitement, par rapport à, j'ai peut-être pas le goût tout de suite, moi, de recommencer à courir, tu sais. Donc, par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, par rapport à comment ça se passe au postnatal, s'ils ont d'autres enfants, l'expérience de l'accouchement, leur travail, leurs obligations autour. Bien entendu, il y en a qui vont être super focus, tout est dans leur faveur, puis ils vont recommencer à courir parce qu'ils en ont envie aussi, très tôt, puis il y en a d'autres qui vont se laisser plus le temps, puis il y en a d'autres qui ont des problématiques un peu incontrôlables aussi, puis ça va prendre plus de temps par la suite, mais je pense que c'est juste être indulgente envers soi-même, tu sais, puis de dire, hey, ça, vous le savez aussi, tu le sais, là, les 10 mois, ça passe vite, hein? Ça passe vite, hein? Ça n'a aucun sens. Tu sais, il faut tellement comme profiter de tout ça, là. C'est tough, mais c'est riche comme moment. Ça nous challenge, mais moi, mes filles sont plus... mon bébé a 6 ans, là, tu sais. Puis, j'ai hâte d'être grand-mère. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est des très, très, très gros hauts qui se vivent. En tout cas, moi, j'avais jamais vécu des highs à cette force-là. Mais c'est aussi des downs, je vais pas dire que c'est les plus gros downs au monde, mais c'est dans les intensités tout le temps. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui, dans la vie en général, c'est un long fleuve tranquille. J'ai pas des grosses variations d'émotions, dans le sens où toutes les journées sont belles, je me lève le matin, je suis toujours content. Je vis pas des grands moments que ma vie est changée, puis je vis un extase, mais je vivais pas des grands downs. Là, en ce moment, depuis 10 mois, c'est ça. Puis les hauts sont bien plus hauts que tes bas, mais les bas sont là, puis c'est tough, là. Puis je suis juste le papa, dans le sens où moi, j'ai vécu ça en arrivant en forme. Le jour 1 commence, je suis top shape, puis ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappé. C'est un accouchement, puis JP, tu vas pouvoir nous en parler en masse, mais c'est un choc pour le corps qui est immense, puis la seconde que le bébé est sorti, il faut que tu embarques sur une nouvelle gear que tu connais pas quand c'est un premier, ou que tu connais mais que l'enfant est différent quand c'est un deuxième, un troisième. Puis le papa, ben, il vit un choc émotionnel, il a moins de sommeil, mais physiquement, il est pas en récupération de quoi que ce soit. Tu sais, il est pas en train de vivre un traumatisme physique. La mère, le jour 1, une nouvelle vie commence, mais je veux dire, on s'entend, si c'était pas que c'était un enfant, un choc comme ça pour le corps mériterait une bonne semaine de congé assis, alité, à juste tranquillement recommencer à manger, faire des bonnes nuits de sommeil, reprendre, mais là, c'est pas ça du tout qui se passe. Fait que tu traînes cette espèce de déficit-là, hormonal, physique, nutritionnel, tu le traînes pendant des semaines. Fait que c'est un choc immense pour la mère. Ça, on dirait que c'est l'affaire que je m'étais le moins préparé, que tu t'imagines pas. Tu t'imagines jour 1, bébé, on va moins dormir, ça va être tough. Non, t'as aussi un choc immense qui est vécu pour le corps, qui mériterait d'être une semaine assis dans un lit puis pas s'occuper d'autres choses, tu sais. Mais parle-nous-en de ces premières journées-là post-partum. On pourrait parler aussi de la grossesse aussi. Ben oui. Tu sais, si on veut le faire là, dans l'ordre des choses. Mais avant d'être enceinte, on est des humains là, comme on est aujourd'hui, là, dans une condition pour laquelle on n'est pas enceinte. Puis je pense que juste au niveau de la société, on a quand même beaucoup de problématiques de santé associées avec le fait qu'on ne bouge pas assez. Moi, comme médecin, je vis à tous les jours la pensée magique, tout peut se traiter avec des médicaments, mais tu sais, c'est pas ça les piliers de la santé. Là. Les piliers de la santé, là, c'est de bien manger, de faire de l'activité physique, de pas fumer, de bien dormir au travers de nos vies, OK? Mais une problématique que je vis aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on sous-estime qu'est-ce que ça peut être pour le corps d'une femme que d'être enceinte aussi. On parlait des fluctuations mensuelles, mais ce qu'on vit beaucoup, c'est des problématiques de santé préexistantes à la grossesse ou de conditions qui sont pas favorables à la grossesse. On voit ça de plus en plus. Moi, le message que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que faut être autant en forme enceinte que pas enceinte. Ouais. Plus on arrive en santé dans la grossesse,
selon moi, plus on va bien vivre la grossesse. OK? Puis des fois, on a comme discussion au premier rendez-vous de grossesse de dire faudrait faire de l'activité physique, ce n'est pas contre-indiqué, on peut en faire. À vrai dire, les seules choses qu'on ne veut pas, c'est où est-ce qu'il y a des risques de chute ou l'hyperthermie. L'hyperthermie au premier trimestre. Ouais, au premier trimestre. Puis encore là, ben tu sais, les études, tu sais, sont à faire là-dessus. Est-ce que ça augmente le risque? Est-ce que, tu sais, parce que c'est jamais facile de faire des études sur des êtres humains aussi à double insu de t'en envoies dans le sauna puis t'en envoies pas dans le sauna. Bon, parce que ceux qui sont allés dans le sauna le savent. Mais effectivement, il y a cette espèce de puis au premier trimestre, les fluctuations sont très, très importantes. Ils amènent de la fatigue, des nausées de grossesse, des difficultés des fois au niveau du sommeil. Fait que c'est sûr que, tu sais, déjà là, cette période-là est pas facile non plus là pour ce qui est de continuer à faire l'entraînement. On voit souvent une baisse là, de régime là, à ces choses-là. Puis, tu sais, on parle d'entraînement, mais on parle juste de bouger. Là, OK? Parce que, tu sais, au final, nous on s'entraîne tu sais, un peu tout le monde là, pour réussir des objectifs qu'on a, mais c'est de bouger, c'est de se tenir en forme, de faire des exercices cardiovasculaires, 150 minutes d'activité cardiovasculaire par semaine. Tu sais, c'est les mêmes. On a trop longtemps mis nos patientes enceintes sous le hold, OK? Puis il n'y en a pas de risque de complications. C'est les mêmes recommandations de monsieur, madame, tout le monde. 150 minutes d'activité physique par semaine, d'intensité modérée, tu sais. Oui, mais tu sais, j'ai une clientèle de patientes qui se présentent et qui ne font pas ça, qui sont sédentaires. Donc, d'emblée, ils commencent avec des facteurs de risque pour leur grossesse. Puis s'ils décident soudainement de se mettre à ce 150 minutes-là par semaine, ben c'est un effort de plus que si pré-enceinte, ben tu l'avais déjà, ça faisait partie de ton mode de vie, on le sait. Tu pars from couch to 150 minutes par semaine, c'est un stress pour le corps, peu importe c'est quoi le sport que tu décides de faire, tu sais. En fait, je dirais que c'est possible. On souhaiterait ça parce que ça serait le premier conseil, les recommandations, c'est que le médecin ou l'infirmière devrait dire tu es enceinte, on veut t'amener à faire 150 minutes d'activité physique par semaine. C'est juste que si la personne était sédentaire, c'est pour des raisons. Peut-être que ça fait pas partie de son style de vie, fait que c'est quand même exiger qu'en 9 mois, cette personne-là passe d'être sédentaire à avoir un mode de vie actif, là. Elle ne sait. Puis c'est beau lui dire, hein, tu vas être d'accord, c'est beau lui dire qu'il faudrait qu'elle fasse ça pour diminuer plein de risques de problématiques durant sa grossesse pour elle et son bébé, mais elle ne sait pas comment faire. Tu sais, c'est ça aussi l'enjeu, là. Oui, puis ça prend du monde comme toi pour aider ces femmes-là. J'allais juste mais tout le monde qui veut s'impliquer dans ça, là. Oui, mais tu sais, on n'est pas capable d'atteindre tout le monde, ça, je veux dire. Mais ce qui est super bien dans la grossesse, c'est que c'est vraiment un moteur de changement souvent. Ça, là, en médecine, des moteurs de changement dans la santé des personnes, on n'a pas beaucoup d'événements dans lesquels on peut être des moteurs de changement. Ça en est un là, spectaculaire. Il y a comme le concept qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, puis arrêter le tabac, être plus active, se mobiliser, plus bouger. C'est vraiment une période qui est extrêmement charnière, comme d'autres événements de vie, des fois, qui vont être plus malheureux, qui vont être très challengeants dans nos vies, peuvent être des moteurs de changement, mais la grossesse, c'est un moteur de changement qui est spectaculaire. Les patientes sont extrêmement ouvertes, ils veulent entendre ce que tu as à dire, ils veulent changer, ils veulent faire attention. Pour le bébé. Ouais. Oui, mais il faut qu'ils le fassent pour eux autres à la base. Mais c'est les mêmes recommandations. On veut qu'ils soient actifs, on veut qu'ils bougent. Encore là, on pourrait revenir sur, tu sais, il faut qu'ils y aillent progressivement. Et ils ne savent pas comment faire. Puis là, ben, ça prend du monde qui développe des choses pour les aider. Puis on peut pas tout comme médecin prendre ça en charge individuellement, un pour un. Mais c'est important qu'ils bougent avant la grossesse. C'est important qu'ils bougent pendant l'accouchement. On en a parlé un peu tantôt, c'est un événement qui est extrêmement exigeant, qui apporte des changements physiques après. Ça dure longtemps. Tu sais, à mes yeux, là, c'est souvent Ironman, puis moi, je suis comme le coach qui est comme sur le bord de la route puis qui aide là, son athlète. Je veux juste dire que c'est exceptionnel. Je veux juste te dire, quand que j'ai rencontré, là, c'est pas tous les médecins qui sont obligés de faire ça. Tu sais, se donner autant pour accompagner la mère durant son accouchement, c'est pas le rôle
du médecin de coacher. On le voit plus, les sages-femmes en maison de naissance vont vraiment accompagner, ou les doulas vont prendre ce rôle-là. Je veux juste dire, c'est quand même exceptionnel ici d'avoir comme un médecin accoucheur qui veut autant que la mère, là. Tu vas te donner, là. C'est pas la majorité des médecins. C'est sûr qu'on veut, puis j'ai l'impression que, tu sais, les nouveaux médecins, on veut de plus en plus. Puis je pense que les sages-femmes le font très bien. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Véronique était un modèle dans son milieu de travail en instaurant plein de techniques de gestion de la douleur non pharmacologique, de techniques de soulagement de la douleur. Elle a fait ça pendant plusieurs années, comme on expliquait au début. Ça c'est exceptionnel, ça aussi. Là. Ça prend du front, je pense. J'ai l'impression dans notre système de santé qui est un gros bateau d'essayer de changer des choses. Oui, mais c'est sûr que c'est une grosse machine, le système de la santé. Fait que t'arrives rempli de bonnes intentions, de volonté, puis tu y crois fermement. Fait que oui, mais tu vas chercher les bonnes personnes, t'as les bons, à un moment donné, t'as les bons alliés. Puis aussi, derrière tout ce qui est les méthodes non pharmacologiques de soulagement de la douleur, c'est pas juste... Il y a quelques méthodes, qui demeurent encore, qui ont besoin de recherche, mais dans la grande majorité, c'est scientifiquement prouvé tous les effets bénéfiques que ça a sur tout, sur la durée du travail, sur les césariennes, les interventions, la satisfaction maternelle, toutes les complications, c'est prouvé scientifiquement. Les preuves sont peu à faire par rapport à ça. Fait que, mais c'est un travail de longue haleine, puis c'est ça. Puis c'est juste à un moment donné, des fois, c'est quand même exigeant de faire ça. Puis ça demande beaucoup de connaissances, il faut être capable d'aller à l'intérieur de soi aussi comme professionnel parce que t'es challengé quand tu fais ça. Fait que c'est quelque chose. Mais ça se fait, puis c'est tellement valorisant. C'est la chose la plus fun, puis la plus valorisante du monde, là, je pense. Là, mais ça prend ça, des moteurs de changement comme ça. Oui, mais ils sont exceptionnels parce que c'est pas encore là, la majorité. Là. Tu dis les jeunes médecins, mais j'en ai là des récits d'accouchement, là, beaucoup, là. Puis c'est pas encore là. C'est pas encore instauré, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a des enjeux, tu sais, dans le réseau de la santé, comme il y a des enjeux partout, mais tu sais, des fois, c'est sûr que c'est des choix aussi qui peuvent être faits. Puis c'est sûr que des fois, tu sais, les patientes arrivent aussi avec, tu sais, c'est malheureux parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui n'ont pas d'informations aussi en prénatal, tu sais, qui s'informent pas. Donc ces patientes-là arrivent puis ils ont des souhaits, puis leurs souhaits, c'est pas nécessairement, tu sais, ça. Puis ils veulent d'autres choses. Fait que tu sais, on essaie de les accompagner, tu sais, avec ce qu'ils veulent pour qu'ils soient satisfaits quand même, parce que tu sais, c'est pas le temps de commencer à montrer à une patiente à faire de l'hypnose, tu sais, quand elle arrive à accoucher, quand elle veut une péridurale, mettons, quand c'est son premier mot, quand elle rentre en salle d'accouchement, tu sais, fait il y a ça aussi avec lequel on doit jongler, tu sais, comme professionnel, tu sais, je le pratique plus, mais tu sais, il y a aussi tout le volet de ressources aussi sur les unités de soins, là, c'est demandant, c'est du 1 pour 1 faire ça, là, mais tu sais, une patiente qui n'est pas à gérer du 1 pour 1, ben des fois, tu sais, quand t'as 2 infirmières puis t'as 6 patientes sur l'unité, ben tu peux pas toutes les gérer de cette façon-là. Donc, puis je pense que la passion, en fait, ici, là, puis pour retourner JP vers les hormones, parce que c'est ça la question, mais c'est de dire, je pense que on croit au potentiel du corps humain. Je pense que c'est une passion. Je pense que c'est pour ça que nous, on est là. Hypnose, gang, on est capable de sécréter des endorphines quand on accouche. Tu sais, on le comprend que avec des outils, puis que ça se retrouve dans l'ultra-trail aussi, là, tu sais, puis la méditation, puis, tu sais, le contrôle des pensées, puis la place à respiration, puis la sécrétion normale de certaines hormones et tout ça. Pour nous, c'est comme une évidence on est capable d'aller chercher. Fait que je pense que c'est vraiment cette passion-là de juste dire à la femme, t'es capable de avec aucun jugement, là, soit dit en passant, avec aucun jugement, mettons, on croit au corps des femmes qu'on côtoie finalement. Oui. Mm-hmm. Mais je vais te retourner parce que t'étais dans une fluctuation hormonale de grossesse. Ouais, puis il faut croire, puis il faut surtout pas avoir peur. Avoir peur d'avoir mal aussi. Oui, mais faut pas avoir peur comme dans le métier qu'on fait, faut pas avoir peur que c'est vrai qu'il va en avoir de la douleur, mais l'objectif c'est toujours d'accompagner dans la naissance, puis la douleur fait partie de ça. Comme la douleur fait partie de la course en sentier, ces deux choses-là, ça ressemble beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais, puis, je me suis inscrit. T'as payé pour ça? Parce que c'est ça. Fait que c'est très... moi, j'ai jamais eu peur. Je pense que c'est un processus qui passait par la douleur, mais quand on fait de l'ultra puis que ça fait 24 heures qu'on court,
Yannick a plus d'expérience que moi dans ça, mais t'as mal à un moment donné. Là. Oui, t'as mal rapidement, puis après ça, c'est d'apprendre à vivre avec cette douleur-là. C'est pas d'essayer de l'éliminer parce que tu peux pas, à moins que tu prennes des antidouleurs, mais c'est pas recommandé dans un ultra. Mais faut que t'apprennes à vivre avec. Tu sais, moi, j'en parlais l'autre fois avec un ami, je disais c'est comme une danse à deux, puis elle est là, la douleur, puis il faut que tu jazzes avec, puis t'ailles à son rythme, parce que y a rien que tu peux faire pour l'enlever. Il y a des choses que tu peux faire pour te détourner ton attention de ça. Puis je pense que c'est exactement la même chose dans le cas d'un accouchement avec les points de pression. Je me rappelle, on m'avait appris ça, on avait fait un cours en ligne, je pense, là-dessus, ou en tout cas. Puis, je veux dire, je serais pas capable aujourd'hui de reproduire cette force-là à peser. Je prendrais la main de Sarah, puis je rêve de faire la force que je faisais à l'accouchement de ma blonde, puis qu'elle me disait, tu pèses-tu ou tu pèses pas? Puis, je me disais, je suis en train de détruire la main. C'était extrême, c'est un accouchement, il y a de la douleur, mais pour revenir à l'ultra, je pense que c'est la même chose. Il existe, puis il faut se trouver des manières de vivre avec, de détourner ton attention. Un pacer, puis jaser de quelque chose, c'est toujours bon plutôt qu'être seul dans le sentier puis dire j'ai mal aux jambes. Mais t'apprends à vivre avec. J'avais une expérience. Oui, c'est ça, exact. Ouais, puis tu parles de la douleur, mais il y a beaucoup de parallèles entre l'ultra puis je pense puis l'accouchement, puis je pense que on voit beaucoup de femmes dans la communauté, tu sais, qui font du trail puis qui performent très bien là, dans la communauté. Mais je pense qu'elles réussissent bien aussi après l'accouchement parce qu'elles ont développé des... tu sais, plus on avance dans l'ultra longue distance, plus l'homme et la femme se rapprochent. Puis je me trompe pas, il y a certaines épreuves où le taux de réussite va être plus élevé chez la femme que chez l'homme en frais de finisher. Ouais. J'ai pas vu les chiffres récents, mais j'avais vu que la distance du 100 000, le 160 km, était une espèce de point de bascule où, après ça, à 160 km et plus, donc maintenant, il y a beaucoup de courses qui dépassent cette distance-là, on voit les femmes mieux performer que les hommes à partir de là. Autant comme sur un 100 mètres aux Olympiques, c'est sûr qu'il y a une différence pour plein de raisons qu'on explique dans plein d'épisodes, mais il y a un point où en endurance, le corps de la femme est mieux adapté. Est-ce que c'est... C'est mental aussi. Ben, je pense que c'est ça. Moi, c'est la question que je pose. Puis, il y a plein... Je pense que c'est un sport qui est jeune, donc il y a plein d'études qui vont finir par sortir aussi par rapport à ça, mais on le voit que les femmes performent mieux sur de la très, 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 très longue distance. Les taux de finisher... Même dans les courses, regardez toutes les courses au Québec qui font 80 km et plus, tu prends le bassin de femmes, tu prends le bassin d'hommes, le pourcentage de finisher est plus souvent qu'autrement plus grand du côté des femmes. Puis il y a plein de raisons qui expliquent ça. La gestion, le mental clairement, mais la gestion de la douleur, on l'entend beaucoup, puis j'avais déjà lu quelque part que ça part justement du fait que le corps humain de la femme est fait pour accoucher et pas celui de l'homme. J'avais entendu quelque part quelque chose, peut-être que c'est une espèce de statistique bidon, mais j'avais entendu dire que le corps de l'homme pourrait pas supporter la douleur d'un accouchement. C'est-tu vrai cette affaire-là? Ah, moi, j'y crois pas. Moi, je pense que le corps j'avais entendu ça. Ouais. Mais C'est pas. Ouais, ben, moi, c'est dur de le tester. Moi, on pourra jamais le savoir. Moi, j'ai jamais sous-estimé la douleur qu'une patiente pouvait ressentir dans l'accompagnement que tu peux y offrir. Ouais. Mais je dis souvent aux conjoints, ou même, tu sais, je mets au défi tout homme de vivre les fluctuations hormonales que sa conjointe va vivre dans le mois. Je mets au défi tout homme d'avoir à vivre ça. Puis je mets au défi tout homme de réussir un accouchement. À partir de quand tu te mets dans ce minding-là, ben là, tu fais comme, ouais, ok, peut-être, tu sais... Moi, j'ai fait des points de pression, mais j'ai coupé le cordon, puis entre les deux, demain, je suis capable d'aller faire ma run. Quand Puis là, on tombe dans le postpartum, parce que c'est ça la suite. C'est la suite de l'idée. Très fort, très fort. Tu sais, quand c'est fini, il y a des changements qui suivent la grossesse, parce qu'il y a des changements qui se sont produits pendant 40 semaines. Donc, on voudrait que les patientes ou que les femmes continuent de s'entraîner, maintiennent un bon niveau d'activité physique cardiovasculaire. Ils peuvent faire des exercices aussi au niveau musculaire. Ils vont récupérer mieux. Tu sais, d'être prêt pour un marathon, là, ben, le lendemain, tu vas faire ta course, tu sais. Ouais. Mais il y en a qui font des marathons, puis 6 mois après, ils courent pas. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi, là, un accouchement. Si tu t'es préparé avant d'être enceinte, tu es en forme, tu fais un entraînement qui est dans un niveau d'intensité moindre, souvent enceinte. Là, l'objectif, c'est pas un objectif de performance, mais de santé.
après ça, ta récupération va être bien plus facile. Ça va être bien plus facile quand tu vas manquer de sommeil, quand tu vas avoir tes chutes hormonales, parce qu'il se produit une chute phénoménale, là, bien plus que la fluctuation mensuelle après le postpartum. Puis c'est pour ça qu'il y a un petit blues là, dans les jours suivants. Il est totalement physiologique. Il faut juste accompagner notre conjointe là, par rapport à cette chute-là. En même temps que la montée de lait. Là. Oui, c'est ça. Puis qu'on se fait pas confiance dans notre allaitement aussi, là. Pour celles qui veulent allaiter, là, bien sûr. Mais ces changements-là sont très importants. Puis après ça, la femme vit avec des changements, pas juste hormonaux, mais physiologiques d'accouchement. Donc, on pourra en reparler tantôt, là, mais des changements au niveau périnéal, au changement de leur musculature, au niveau ligamentaire, au niveau de leur propre image corporelle, de leur physionomie qui est changée aussi, là. Donc, c'est beaucoup des choses qui sont extrêmement exigeantes à vivre, là. C'est beaucoup en même temps. C'est que c'est pas juste physique, c'est émotionnel. Tu sais, c'est OK, j'ai accouché, je vis le plus beau jour de ma vie probablement. J'ai un petit être humain que j'ai mis au monde. Mais ça, là, ça veut pas dire que c'est facile vivre avec les défis de « Oh, j'ai ce corps-là. Ah, je suis pas capable de faire tout ce que je voulais. Oups là, j'ai des changements hormonaux et je suis fatiguée. » Et ce cocktail-là ensemble, on peut des fois nous-mêmes nous tomber ses nerfs. On se reconnaît pas nécessairement. Ça demande un extrêmement grand lâcher-prise. Puis c'est ça, hein, c'est des extrêmes d'émotions. On est vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir cet enfant-là avec nous, mais on trouve ça très difficile et on ne sent pas qu'il y a toujours une compréhension. C'est pour ça que j'ai parti aussi mon entreprise, parce que je voulais justement, là, dans l'article, c'était comme une joke, là. Je disais que dans le temps, j'appelais ça la taverne des femmes, là. Et ils l'ont mis en gros, là, tu sais, les médias. Là, on appelle plus ça un refuge. Mais en fait, c'est juste parce que moi, je suis partie dans l'histoire de la santé des femmes, les accoucheuses du village, où c'était pas compliqué. On foutait la paix aux femmes qui allaient accoucher. On s'en allait chez l'accoucheuse. Elle prenait soin de nous. Il y avait d'autres femmes autour. Si l'allaitement allait mal, l'autre, elle allaitait ton bébé. Puis, on prenait soin de la mère en gang pour la remettre sur pied. Il y avait de l'écoute, il y avait du support. Puis là, dans une société qui est quand même individualiste depuis comme beaucoup de temps, c'est un défi supplémentaire aussi émotionnel, je trouve, de mettre un enfant au monde. Puis c'est comme s'il y a des attentes, de la pression, qu'il faut que tu sois remis sur pied, l'image et tout ça. Fait que il y a ces changements hormonaux-là, puis il y a beaucoup de choses. Ouais, puis pour le conjoint ou la conjointe d'une femme qui vient d'accoucher, tout ce que tu viens de décrire, on devrait juste prendre cette minute-là puis l'envoyer à tous les conjoints et les conjointes qui accompagnent. Ils se sentent impuissants. Ouais. Exact. Puis faut que tu sois là, parce que dans le temps, ça prenait un village pour ça. Maintenant, bon, la société a beaucoup changé. Il y a Bougeotte, c'est le fun. Mais il y a aussi un conjoint, une conjointe, une famille autour qui doit comprendre tout ça. Ouais, on dit, nous, ça prend un village pour supporter une mère. Ouais. On dit ça prend un village pour élever un enfant, ça prend aussi un village pour supporter une mère. C'est beau sur les médias sociaux, la maternité, là, mais derrière là, la photo Instagram, là, il y en a des pleurs. Oui. Ben oui, puis c'est là, tantôt que j'avais envie de rebondir. Tu dis, c'est le... Tu sais, souvent, les femmes vont dire, ben c'est le plus beau jour de ma vie. Puis tu sais, t'es chez vous avec ton petit bébé, puis t'es un peu des fois tout seul, puis isolé, puis c'est ce que tu dis souvent, là, tu sais, c'est la plus belle journée de ta vie. Mais tu sais, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes que c'est clairement pas la plus belle journée de leur vie. Puis je pense que c'est important de le nommer parce que c'est tabou, comme plein d'autres sujets, mais il y a des femmes que ça n'a pas été une belle expérience. Il y a des femmes qui sont en choc post-traumatique. Il y a des femmes qui sont extrêmement traumatisées. Il y a des femmes qui regardent leurs enfants et qu'ils n'ont aucun lien d'attachement envers cet enfant-là, qu'ils ne l'aiment pas, puis qui en prennent soin parce que c'est animal, puis on va prendre soin de notre enfant. Mais il y a des femmes qui le sentent pas du tout, là. Puis fait que là, en plus de se mettre tout ça, de vivre tout ce que ça rend un homme, tu te dis, mais mon Dieu, je devrais l'aimer, mon enfant, moi, comme tout le monde. Comment se fait-il que je ressens rien? Mais c'est ça. Ça existe, puis je pense que c'est important de le dire. C'est totalement normal. Je veux dire, dans la vie. Ça peut arriver, ça dépend, là, mais... Des coups de foudre que des gens, deux adultes consentants se voient, puis tombent en amour dans la seconde, puis c'est fusionnel dans la première 10 minutes. Ça existe pas ou très, très peu. Puis on dirait qu'il y a une pression dans la société. Est-ce que ça soit ça avec ton enfant? Exact. C'est complètement différent que d'une relation de couple.
mais quand même, c'est une émotion complexe qui dans tous les cas, peut pas se créer instantanément. Puis il y a comme cette pression-là dans les films, dans les médias, dans ce qu'on voit sur les médias sociaux, que dès que le moment je l'ai pris, c'était un coup de foudre. Mais si tu dis pas ça... aussi, mais il y a aussi, des fois, c'est hormonal, là. Oui, puis ça peut être teinté, ça peut être hormonal, puis ça peut être aussi teinté de plein d'expériences que tu as vécues, tu sais, pendant ta grossesse, à l'accouchement, puis aussi dans ta dynamique familiale de post-accouchement aussi, tu sais, on connaît pas la vie des gens, là. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que des fois, les femmes, ils sont vraiment pris là-dedans, puis ils le sentent pas du tout, là, mais tu sais, faut qu'ils l'aiment, puis tout le monde vient voir le petit bébé, puis tout le monde est heureux, puis tout est beau, puis la femme, elle le sent pas pantoute, puis elle comprend pas pourquoi elle l'aime pas son enfant, mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut quand même, c'est important d'en parler, là, vraiment. Moi, souvent, tu sais, j'essaie d'impliquer là, les conjoints dans la gestion de la douleur, de participer à l'accouchement, parce que souvent, il y en a qui sont très informés, il y en a qui sont pas beaucoup informés, là. Fait qu'on essaye de faire un tout là, avec ça, hein, mais souvent, là, le conseil que je donne là, aux conjoints là, après là, l'accouchement, là, je dis, toi, ta conjointe, là, elle va être contente d'avoir réussi ça, elle va être contente elle va vouloir montrer son enfant, mais toi, ta job, c'est de faire la police. Parce que ici, au Québec, je trouve qu'on le fait mal, mais le village ne s'occupe pas de la femme, comme tu dis. Mais moi, je dis toujours, si tu veux avoir accès au nouveau-né qui vient, là, ben, faut que tu amènes le pâté chinois, que tu plies les brassées de linge, que tu fasses une lasagne, que tu viennes laver le plancher, puis après ça, tu auras accès à ton prime. Parce que le bébé, il est capable de dormir tout seul dans son lit. La mère qui couvre la visite, elle se fatigue. Puis, elle n'a pas besoin de ça parce qu'il faut qu'elle vive un peu sur le même rythme que son enfant. Surtout, là, dans le premier mois, là, c'est quasiment une symbiose, là, ce qui se passe là, pendant 24 heures. Mais le conjoint, là, tu sais, puis devrait contrôler, mais la visite devrait aussi comprendre qu'il faut qu'elle aide. Tu sais, on veut pas, c'est pas juste le but, c'est pas, tu sais, il y a certains pays, là, que si t'arrives pas avec un plat que t'as conçu dans le but d'apporter du bonheur à les personnes que tu visites, t'as pas d'affaire là, t'sais. Mais on devrait être comme ça. Je pense que ça serait bien de ramener ça. Je le dis souvent en commentaire, aidez-les. Puis après ça va venir avec un bénéfice de peut-être pouvoir la regarder et bercer cette belle chose-là qui est arrivée. Avec ceux qui écoutent, si vous avez des proches, des frères, des sœurs qui viennent d'avoir un bébé, c'est le meilleur conseil. Ouais. Venez aider, venez apporter quelque chose. Un bon pâté chinois, ça fait le job. Il y a un autre sujet par rapport aux hormones que je peux pas ne pas l'aborder sans avoir des experts comme ça autour. On va prendre une mini pause pour un message de coach Natacha, puis on s'en reparle de l'autre côté avec ce sujet-là. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. On a reçu une question, tu es la personne toute indiquée pour y répondre parce que tu es la fondatrice du grand club de course pour les petits. Courir l'hiver avec des enfants, comment qu'on fait ça? Faut tout le temps garder en tête que la course, ça doit rester plaisant pour les enfants, ça doit rester le fun pour eux, comme pour les adultes aussi, mais encore plus un peu pour les enfants. L'hiver, on n'a pas nécessairement le bon équipement pour nos enfants pour qu'ils puissent courir en toute liberté de mouvement. Tu sais, souvent, on a les grosses bottes, les habits de neige, les manteaux plus chauds. Tu sais, eux, ils n'ont pas de veste intermédiaire, de petits gants de course. Fait que je vous dis pas nécessairement d'aller chercher ça, mais surtout de tenir compte de ce que vous avez pour surtout adapter le temps de sortie au confort de votre enfant. Fait que n'hésitez pas à demander à votre enfant, est-ce que tu es bien? Ça tente qu'on continue encore un peu? Pour que celui-ci ait le goût de ressortir quand ça va être le printemps, quand ça va être l'été, puis où est-ce qu'il va être beaucoup mieux pour aller bouger dehors. Fait qu'on focus sur le plaisir. Ouais, tout le temps. Merci Natacha. Bienvenue. J'ai voulu vous amener sur un sujet qui, je pense qu'on pourrait faire un épisode complet, puis peut-être qu'on va se mettre une date au calendrier. Il va falloir le faire à un moment donné parce que, mais je peux pas ne pas vous le poser avec des experts comme vous autour de la table. Le RED, le surentraînement, c'est quelque chose qui a un lien aussi avec les hormones? Ben oui, effectivement. Puis c'est une problématique de santé qu'on peut voir là, chez les coureurs qui a un lien hormonal aussi. Ouais. Qui, à mes yeux, probablement très sous-estimé, dans lesquels il y a de plus en plus d'études là, qui se fait là, en lien avec ça. Initialement,
à la base, quand moi j'ai été formé, on appelait ça la triade de l'athlète, là, qui a changé de nom, là, qui s'appelle le RED aujourd'hui, le Relative Energy Deficiency in Sport. Mais à la base, on appelait ça triade de l'athlète. On le voyait plus, ça a été décrit chez les femmes au début, mais on sait très bien aujourd'hui que le RED peut être présent là, chez l'homme. Puis, c'est une question aussi d'hormones. Ce qui est important de comprendre, c'est que le corps humain, il est fait pour être en reproduction quand les conditions sont favorables à amener la naissance là, d'un enfant. Mais quand on vit en période de disette, quand on vit en période de stress, ben là, il y a plus un shutdown qui se produit au niveau du corps pour pas que les femmes engendrent durant cette période-là. Mais par contre, quand ces périodes-là sont prolongées, qui perdurent, ben, ils entraînent des problématiques de santé de l'athlète. Puis c'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer, là. Ça a été décrit à la base comme étant un arrêt des menstruations, de l'ostéoporose ou fracture de stress. Puis on parlait de troubles alimentaires ou de déficit d'apport. Là. Okay. Aujourd'hui, on sait que c'est un continuum, c'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait faire comme une émission. Là, je pense qu'on a assez parlé. On va le faire à tout le monde. Effectivement. Mais je trouve ça important quand même pour les gens qui écoutent en ce moment de comprendre ces signes avant-coureurs-là puis de pas les prendre à la légère parce que on connaît toutes les histoires de on a pris un peu cette blessure-là à la légère puis ça a dérapé complètement puis des fois quand on attaque à la source puis qu'on décide de sentir des premiers signes, de le traiter, ben on peut recommencer à pratiquer ce qu'on aime plus rapidement que si on laisse ça aller puis qu'à un moment donné ça dure des mois sans remettre. Oui, parce qu'il faut pas aller dans cette spirale-là parce que cette spirale-là entraîne aussi des problématiques de santé globale. Ben oui. Ce qu'on sait par rapport aux femmes, ben là c'est une question d'apport énergétique. OK, aujourd'hui, là, c'est pour ça qu'on appelle ça RED, là. C'est que l'apport ne compte pas les besoins de dépenses. Donc, ça, on est dans des entraînements de ultra longue distance, répétés, fréquents. Faut s'assurer d'avoir des apports énergétiques qui sont importants. Puis, quand on regarde un peu plus attentivement, ben, c'est des apports énergétiques, mais qui a aussi une composante aussi beaucoup avec tout ce qui est le sucre. Donc, il y a de combler nos besoins énergétiques, mais on voit aussi là, que l'apport glycémique aussi est important dans ça. Ce que je voudrais surtout attirer l'attention aujourd'hui, quand on parle des hormones puis des femmes, c'est que ce n'est pas normal de ne plus être menstrué quand on fait du sport de haut niveau, surtout de façon prolongée. Fait que ça, là, c'est un signe qui est quand même facile à voir chez la femme parce que si elle a pas ses menstruations, ben c'est très apparent, OK? Ça peut être bien vu, ça peut être intéressant de ne plus être menstrué, mais c'est vraiment un signe clinique avant-coureur qui peut amener dans une cascade problématique parce qu'après ça, si on n'a plus nos hormones, on a de la dégradation osseuse qui peut se produire. On fait beaucoup de temps d'entraînement avec de l'impact, puis ça peut amener des fractures de stress. Fait qu'il y a un lien entre la perte des menstruations, les os qui deviennent plus fragiles, donc des fractures de stress, tout ça, ça peut être une cause à effet qui mène, qui sont des signes de surentraînement. Ouais, c'est ça. Fait que le triangle, là, dans le fond, c'est un problème d'apport, un arrêt des menstruations, puis l'ostéoporose qui peut mener à des fractures de stress. Fait que c'est sûr que moi, quand j'entends des athlètes qui ont des volumes d'entraînement élevés, qui ont des fractures de stress, ben la prochaine question que j'aimerais bien savoir, c'est il était comment tes règles dans les... C'est ça que quand on parlait de triade, tu dis que c'est l'ancien terme, il y avait vraiment ces 3 points-là. Puis c'est surtout du monde aussi qui vont souvent nommer ce genre d'éléments-là, mais qui vont dire je fais du volume comme d'habitude, je fais autant de volume, mais je vois une baisse de mes performances. Fait que ces athlètes-là comprennent pas pourquoi, mais ils donnent autant, ils font tout, des fois ils font même plus encore, mais là ils vont tomber dans le je n'ai plus la performance attendue, puis là c'est là que la spirale va embarquer, que là, à un moment donné, là, l'anxiété va embarquer, l'insomnie, tout ça c'est une spirale, puis là quand t'es là-dedans, ben t'es là.
on parle de... Vas-y, Sarah. J'avais une question, en fait, pour JP. Tu sais, quand l'arrêt des menstruations, il y a quand même déjà eu des conséquences, tu sais, dans le sens que c'est pas... Donc, il y a eu déjà des enclenchements, justement, au niveau du taux d'estrogène et tout ça. Peut-être qu'il y en a de le COPNI déjà qui est installé quand il y a plus les règles, là. Fait que c'est de vraiment se dire, ce signe-là, là, il y a peut-être déjà du dommage. Oui, parce que... Départ, non, exactement. Le jour 1 du RED-S, c'est pas quand t'as plus de... Non, exact. Ouais, c'est un continuum. Là. On le sait aujourd'hui que c'est un continuum. On sait aussi que le déficit énergétique chez l'homme doit être plus grand que chez la femme pour arriver aux mêmes choses, mais il est effectivement aussi présent chez l'homme. Si on ferait des mesures hormonales, on verrait des baisses de testostérone chez l'homme. Il y a vraiment au niveau central, on voit qu'il y a des hormones qui sont complètement atténuées comme en état de stress. Puis après ça, ben là, j'ai plus le goût de sortir, j'ai moins d'endurance, j'ai moins de pics de performance, je suis moins attentif, j'ai moins de... tu sais, mon rapidité d'exécution est moins bonne, j'ai des problèmes immunitaires, donc je pogne tout ce qui passe, j'ai tout le temps la grippe, parce que l'apport énergétique pour... s'entraîner va servir au stress, qui est l'entraînement dans notre cas, là, parce qu'on on est plus des animaux, mais on est des humains qui performent dans cette condition-là. Mais ça touche plein d'autres sphères au niveau cardiovasculaire, au niveau gastro-intestinal, au niveau de l'immunité, au niveau du cerveau, au niveau de symptômes plus dépressifs. Donc, c'est très important. Puis ce qu'on veut pas, c'est que cette spirale-là continue. Chez la femme, c'est les menstruations. Chez l'homme, beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à évaluer de parce qu'il n'y a pas cette... mais on pourrait allumer à diminution du désir sexuel, diminution des érections matinales. Fait que ces événements-là vont souvent avec des taux de testostérone qui sont normales. Fait que quand on voit ça, on le voit un peu dans l'andropause quand la testostérone chute, mais c'est des signes cliniques qu'on pourrait avoir aussi là, chez l'homme. Là, donc, mais c'est beaucoup plus subtil parce que cliniquement, beaucoup moins apparent. Ouais. Mais peut engendrer un déficit énergétique, de l'ostéoporose, des fractures de stress, puis fait que comme on dit, on pourrait faire une émission juste là-dessus avec des personnes qui l'ont vécu ou une nutritionniste, mais puis le côté médical, là, mais on voulait juste ramener aussi que encore là, on est dans une problématique d'ordre hormonal. Ouais. Ça a un impact immense à tous les niveaux. Les hormones, on a parlé beaucoup aujourd'hui d'hormones sexuelles, mais dans ce cas-ci, c'est un shutdown complet du corps, de ce que je comprends. Il y avait un dernier sujet qu'on s'était mis dans notre liste, puis que je pense qu'il est très important, parce que je pense que Sarah aussi de ton côté, c'est quelque chose que tu développes présentement. Véronique, parle-nous du côté hormonal, d'un point de vue préménopause, ménopause. Mais c'est comme Sarah travaille là-dessus là, justement pour faire bouger ces femmes-là qui vivent ces défis-là. Mais on a parlé beaucoup, tu sais, depuis le début, tu sais, justement de la grossesse, du postpartum et tout ça. Mais tu sais, tout ce qui est le continuum de la santé de la femme, à un moment donné, quand la femme elle a fini d'avoir des enfants ou est un petit peu plus loin là-dedans, à un moment donné, elle va tomber, tu sais, dans une autre sphère où est-ce que là il y a la préménopause, la ménopause. Donc tu sais, il y a tous ces éléments-là aussi. Puis il y a une question d'hormones encore une fois là-dedans. Puis ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui vont vivre des choses plus difficiles. Il y en a d'autres que ça va passer vraiment mieux. Fait que ça dépend encore une fois. Mais tu sais, souvent ce qu'on va remarquer, c'est autour de 45 ans, tu sais, les femmes vont commencer à avoir des choses vraiment différentes, là, tu sais. Ils vont nous consulter pour tout plein de choses, mais de manière générale, tu sais, les femmes autour de 45 ans, les cycles menstruels, ça va être changé, là, ça sera plus pareil, ça va être plus court, ça va être plus abondant, ça va être plus douloureux. Ils se comprennent plus, ils font de l'insomnie, ils dorment plus, c'est terrible. Ils sont irritables, ils sont comme en SPM. Vraiment là, tu sais, jackpot quoi. Ouais, c'est vraiment difficile point de vue, puis ils comprennent pas, puis c'est des femmes tu sais qui vont aller souvent consulter, puis là ils vont dire ben voyons, c'est pas ça, tu sais, ils vont sortir du rendez-vous souvent ils vont venir nous voir, puis ils vont dire ben on m'a dit que probablement j'avais une dépression, fait que on voulait peut-être des fois me prévoir des antidépresseurs pour gérer ça, ou ben donc l'autre solution c'est ben on va donner la médication pour t'aider à dormir. Fait que c'est des femmes qu'on voit qui, à cet âge-là, il se passe quelque chose, tu sais, il y a beaucoup de diagnostics, un peu, plein de diagnostics qui se retrouvent autour de cet âge-là pour les femmes. Tu sais, souvent, vont se ramasser, tu sais, avec des problématiques de colon irritable, problématiques d'anxiété, problématiques d'insomnie, problématiques, toutes dans cette sphère-là, alors que ces femmes-là, c'était pas des femmes anxieuses, c'était pas des femmes déprimées, c'était pas des femmes qui dormaient pas.
Puis là, ils sont plus capables de faire les choses normales. Là, ils sont plus capables de s'entraîner comme avant. Ils ont plus d'énergie. Là, ils se sentent coupables. Ils sont fatigués. Ils dorment pas bien. Là, ça a un impact dans la vie, dans la relation de couple, au travail. Fait que ces femmes-là nous arrivent vraiment avec beaucoup de symptômes. C'est vraiment très difficile. T'sais, on n'en parlait pas avant, puis c'était comme un passage obligatoire. Mais là, heureusement, avec les dernières années, l'automéno, tout ça, on en a parlé beaucoup. Puis là, je pense que c'est de moins en moins tabou, puis on en parle, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. On veut que les femmes sachent que ça existe. Il y a beaucoup de femmes qui passent par là. On en parle. Il y a des solutions. Il y a pas de solution miracle. Il y a pas de... c'est ça n'existe pas. Mais ces femmes-là qui vivent avec ces effets-là, ben, tu sais, nous, on les voit, tu sais, chez Liv, puis c'est ce qu'on fait à temps plein, là, tu sais, on les aide dans la reconnaissance, dans la gestion. Des fois, il y a des déficits. C'est souvent les femmes autour de 45 ans, c'est là qu'il va y avoir un déficit, c'est plus en progestérone qui va s'installer. Fait que ces femmes-là, on va lui donner de la progestérone, puis ces femmes-là vont vivre le best life, là. Souvent, là, ils repartent avec du gaz d'avion, là, tu sais, je veux dire, ce qu'ils nous disent, c'est un peu imagé, mais c'est que elles se retrouvent, puis elles se reconnaissent. Puis là, ça, c'est un autre moteur qui permet de remettre en branle tout ce qu'elles faisaient avant. Ouais. Fait que ces femmes-là se remettent à bouger, se remettent à être actives, se remettent à aller mieux. Fait que, tu sais, c'est un peu tout le temps la même spirale, puis c'est un moteur de changement aussi. Puis, tu sais, il y a ce volet-là, tu sais, de périménopause, tu sais, 45 ans dans ces eaux-là. Puis là, après, plus ça avance, ben là, il y a la ménopause, tu sais, qui approche plus autour de, tu sais, plus vers 50, 55, 60 ans, tu sais. Mais ça, à ce moment-là, ben, on espère les attraper avant, ces femmes-là, parce que quand qu'elles nous arrivent à 60 ans parce qu'elles sont ménopausées depuis déjà quelques années, puis que ces femmes viennent nous voir, ben on les aide, mais ça fait longtemps que ces femmes-là ont de la misère puis qu'elles souffrent, là, puis tu sais, c'est vraiment pas drôle. Fait que tu sais, ces femmes-là sont complètement éteintes, tu sais, ils en ont plus d'hormones, ils dorment plus, sont stressées, sont éteintes, sont dans le fin fond, sont vraiment plus déprimées, ces femmes-là, tu sais, c'est ça. Fait que, mais il y a puis c'est ça, nous, c'était un peu l'objectif quand on a parti le cours chez Boujotte, c'est un peu la même mission que le pré-postnatal, c'est contrer l'isolement. Ouais. On sait tous les effets bénéfiques de bouger aussi dans cette période-là, puis de enlever le tabou autour. Fait que, tu sais, c'est aussi ça qu'on a en commun, c'est de se dire, là, on peut-tu en parler, puis de créer des réseaux où des femmes ensemble qui vivent la même chose peuvent s'en parler, puis ça, sont super, là, nos clientes qui suivent ces cours-là sont vraiment dans l'autodérision, là, sont vraiment drôles, puis là, sont comme, on peut-tu avoir un cours par jour, s'il vous plaît, parce que là, tout d'un coup, elles se sentent écoutées, puis vous, en plus, tu sais, vous solutionnez beaucoup aussi très concrètement, parce que nous, l'activité physique ne réglera pas tout, mais ça amène juste encore une fois le fait de se sentir dans une communauté comme la trail, comme, tu sais, de dire, OK, je suis plus seule là-dedans à vivre ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on est tous là pour dire, on peut-tu en parler de tous ces changements-là puis de toute la santé de la femme, tu sais? Mais tu sais, ça... je pourrais m'enflammer sur ce sujet. Mais, tu sais, quand tantôt tu parlais, Sarah, là, que ça prenait un village pour, tu sais, pour soutenir une femme élever un enfant, mais tu sais, c'est ce qu'on dit aussi souvent, là, ça prend un village, ça prend une communauté pour soutenir une femme en périménopause puis en ménopause, parce que pour vrai, tu sais, ça prend des professionnels, tu sais, comme nous, on fait à la clinique pour plus le volet médical, mais après ça va prendre des entreprises comme la tienne, tu sais, pour le permettre de bouger puis de faire tout ça. Ça va nous prendre la physio-périnéale parce que ça vient avec la périménopause, ménopause, toutes les problématiques génito-urinaires. Fait qu'on travaille avec ces gens-là aussi. Ça vient avec de la nutrition parce qu'il y a des patientes qui ont plein de problématiques associées. Fait que c'est en étant, tu sais, toutes des professionnels comme nous, toutes passionnés un peu de la même chose. Je pense que quand on se met tout ensemble, ben, on fait vraiment des belles choses puis on peut vraiment aider ces femmes-là, là. Puis, tu sais, juste pour compléter, dans la préménopause, la problématique qu'on voit souvent, c'est des événements qui sont cycliques. Donc, c'est pas des symptômes qui sont persistants durant le mois, c'est des événements qui reviennent souvent dans la deuxième partie de 14 jours du cycle et qui impliquent souvent la première hormone qu'on va jeter, c'est la progestérone. Donc, le premier déficit qu'on va voir, il est progestatif. Donc, c'est ça qui amène les difficultés du sommeil, l'irritabilité. Tandis que quand on est plus du côté de la ménopause, à ce moment-là, on est dans l'arrêt complet de la production hormonale. Puis là, on a plus à ce moment-là un déficit estrogénique et progestatif. Donc là, à ce moment-là, on joue sur ces deux composantes-là. Mais ce que j'aimerais aussi revenir sur le point qu'on a parlé au début, les femmes qui sont en santé, qui sont actives, qui ont des bonnes habitudes de vie, affrontent mieux aussi ces périodes-là. Ils le vivent moins de fluctuations, ils passent mieux au travers. Fait que c'est important parce que
quand on n'est pas actif, l'organisme, il est pas stable, il est pas dans un état favorable, puis on sait que ces fluctuations-là hormonales entraînent encore plus de perturbations. Donc, encore là, dans l'activité physique, on disait, là, il est important tout au sein de la vie de la femme, parce que là, si on le reprend, on l'a vu avant d'être enceinte comme femme, durant la grossesse, durant le postpartum, en préménopause puis en ménopause. Fait que c'est très important parce que on le voit cliniquement, les femmes qui nous arrivent dans des états qui sont dans lesquels ils sont plus en forme vivent aussi mieux ces phases-là, puis ils répondent souvent aussi mieux, puis ils se remettent beaucoup plus en action aussi dans ces périodes-là aussi. Ben oui, mais tantôt vous parliez de changer le monde, tu sais, veux pas, ça change la vie de ces femmes-là, de pouvoir être accompagnées, de pouvoir avoir des solutions à cette situation-là de vie qui est normale, naturelle, mais qui est pas moins difficile. Puis quand on vient à notre sujet principal de bouger, de faire du sport, ben ça, c'est des femmes qui doivent, oui, se sentir isolées de vivre ce qu'ils vivent, mais de même plus pouvoir faire ce qui leur fait du bien. Tu sais, pour beaucoup de monde, la course, c'est un échappatoire, ça fait du bien, mais quand tu dors plus, tu fais de l'insomnie, tout ce que tu as décrit tantôt, ben ça vient brimer l'activité physique qui te fait sentir bien côté santé physique, mais pour beaucoup de monde aussi santé mentale. Fait que c'est un cercle vicieux. Donc, je trouve ça beau, la mission que vous avez. C'est un gros sujet, un gros épisode avec beaucoup de choses, mais tellement important d'être dit, d'être mentionné, d'être entendu par les gens. Chaque fois que j'ai un épisode comme ça qui est un peu champ gauche, qui sort de la track, je me dis... Est-ce que ça va marcher? Puis chaque fois, c'est le cas. Chaque fois, c'est les épisodes que je reçois le plus de commentaires. L'épisode du trail au féminin, je me rappelle quand je l'avais sorti il y a un an et quelques, je me disais, c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Ça va-tu marcher? Puis c'est celui dont on me parle le plus. Là, rendu là, après 180 épisodes, j'ai une confiance. Je sais qu'est-ce qui marche auprès de l'auditoire. Puis ça, j'ai comme aucun doute que on va amener les auditeurs, les auditrices ailleurs. Puis c'est pour ça que je fais ça. C'est pour... entendre des professionnels, puis challenger des choses, brasser la cage sur des sujets, puis je vous remercie vraiment beaucoup de votre temps aujourd'hui. Ça a été vraiment très intéressant. Ben, merci à toi. C'est pas fini, parce que d'habitude, la fin des épisodes, c'est les questions éclair-nac. Sarah, tu as déjà participé. Tu vas rester de mon côté de la table, on va les poser de l'autre côté, mais on va faire un jeu différent. Le jeu du couple. Qu'on fasse ça, parce qu'on le fait toujours toutes les émissions, puis je gagne tout le temps. Mais là, ça sera pas un record de vitesse. Ça va être différent. Ça va être très différent. Vous savez, d'habitude, moi, autour de l'Halloween, autour de la Saint-Valentin, j'essaie de recevoir un couple. Puis ça va être le cas dans 2 semaines au prochain épisode. Mais je me dis, on est fin janvier. C'est dans la thématique, c'est toujours le fun de faire la question éclair-nac, mais en compétition, où on teste la complicité. Donc, on va faire ça. Jean-Philippe, tu connais le chemin jusqu'en haut. Je vais te demander de monter une petite minute en haut. On va commencer avec Véronique sur les 10 questions éclairs. Puis après ça... Non, c'est ça. Okay. Oh. Il n'y a pas de temps, mais moi, j'ai déjà une bonne idée de ce qui va se passer. Fait que c'est pour ça qu'il me monte en haut des escaliers. Voilà. Fait que tu peux aller en haut, puis on se reparle. On te fait signe quand ça va être à ton tour. C'est bon. Donc, c'est simple, c'est 10 questions. La réponse, c'est soit Véro, soit JP. Ouais. Puis après ça, on va poser la même question à JP, puis on va voir où c'est que vous avez raison. Fait que moi, je vais préparer celle-ci. Comme ils font des mariages. Là, exactement, exactement. Première question, qui court le plus? Véro. OK. Qui a le plus de paires d'espadrilles? JP. Qui est le meilleur dans les montées? Jean-Philippe. Dans les descentes? Véro. Qui mange le plus de barnac? Jean-Philippe. Qui... OK. Qui chante le plus mal? Jean-Philippe. Qui se laisse le plus traîner? Véro. Qui est le plus frileux? Véro. Qui écoute le plus de podcasts? Jean-Philippe. Qui a les une faute ici. Qui a les idées de destination voyage? Véro. OK. On peut demander à Jean-Philippe de revenir. Là, t'as pas le droit d'y donner d'indices, là. Ferme la bouche. On va voir. On va tester la complicité. Il fait froid.
Je pense qu'on avait un défi îlot, là, tu sais, l'affaire des fluctuations de température. Je pense que matin, il y avait ça. Je suis désolé, il fait froid. Ouais, mais c'était bien conséquence. Ouais, mais c'est parce que on a des défis îlots. Tu sais, le Hydro-Québec, tu t'inscris, puis là, ils font des défis dans les grands froids. Fait que je pense que c'est ça ce matin. C'est pour ça qu'il fait 19. Désolé. Défi, mais c'est correct, ça nous garde. Ça nous a fait un défi à nous autres ici. JP, t'es de retour? Ben, des réponses, plutôt. J'ai tout noté ça. Ah ouais, c'est ce il qu'on fait va tout ça, voir. lui. J'espérais tellement qu'il le fasse. Jean-Philippe, Véro, t'as pas le droit de donner d'indices. On check. Je réagis pas. Non. Sarah, t'es l'arbitre. JP, qui court le plus? Véronique. Qui a le plus de paires d'espadrilles? Jean-Philippe. Qui est le meilleur dans les montées? Jean-Philippe. Dans les descentes? Véronique. Qui mange le plus de barnac? Jean-Philippe. Qui chante le plus mal? Jean-Philippe. Qui se laisse le plus traîner? Véronique. Qui est le plus frileux? Véronique. Qui écoute le plus de podcasts? Jean-Philippe. Qui a les idées de destination voyage? Véronique. C'est un 10 sur 10! Je pense que c'est pas arrivé depuis... Sans aucune hésitation, hein? La seule place que vous avez hésité, mais c'est Voyage. sur la même question, les voyages. La c'est la destination même- voyage, oui, C'est la même réponse 10 fois. Après, c'est complémentaire, les voyages. Fait que, tu sais, qui... Si vous hésitez. Ouais, puis souvent, j'initie plus, mais Phil, il fait les cartes géographiques. Mais plus de couches de linge que moi, c'est moi qui me suis barré sur le frileux. Fait qu'on a un record. Ben, je pense que c'est... Vous égalisez Joanie Desroches et Julien Lachance au tout premier épisode de Saint-Valentin en 2021 qui avait répondu aussi, me semble, il était 10 sur 10. Faut que je vérifie. Julien, puis... on a aussi dit... Pas Julien et Joanie, mais Olivier puis... Olivier, ouais. Ah, c'est ça, ok. Bon, ben, Josiane et Julie et Olivier. Ok, ben écoute, Josiane, je pense que c'est vrai, t'as raison. Mais dans tous les cas, ça s'est fait 2 ans. T'étais très surpris, parce que j'ai écouté cet épisode récemment-là, parce qu'elle parlait de sa grossesse. Mais... t'étais très surpris que 2 fois 2 couples pouvaient avoir 10. Ah, ok, crème, il connaît mieux mes affaires que moi, il est fort. C'est un épisode d'il y a 2 ans. Je l'ai écouté cette semaine. Fait que là, vous le savez, Pas sorti de bois est rendu aux 2 semaines. Fait que là, en ce moment, on est le 31 janvier au moment de la diffusion. Le prochain épisode tombe pile à Saint-Valentin. Je travaille fort pour avoir un couple, puis ça devrait se faire. Si d'ici là, vous voulez vous replonger dans ces épisodes-là, on a reçu Joanie Desroches et Julien ensemble. On a reçu Olivier et Josiane. On a reçu Cédric et... Je vais aller le voir parce que je vais couper ce bout-là parce que si j'oublie son nom, c'est malaisant. Voyons, Cédric et... Je peux pas croire. Attends. Après 181 épisodes, je pense que j'ai le droit. Julie Berton, on va le faire. J'ai reçu Julie et Cédric l'année passée. Là, cette année, bon, vous avez 2 semaines pour aller écouter ça, pour vous préparer au prochain. Tout ça pour dire merci beaucoup, Véronique, Jean-Philippe, Sarah. Ça a été un grand plaisir d'aborder ces sujets-là. Je suis sûr que ça a répondu à beaucoup de questions. Ça l'a informé. Ça fait un peu œuvre utile. C'est le genre d'épisode que tu te dis, on fait pas juste prendre une bière puis genre d'une course. On va loin dans des sujets. Puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, merci à vous. Merci à toi de nous avoir reçus. Comme d'habitude, moi, je finis en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC, qui est le partenaire principal du podcast, Noctem, pas pour la bière ce matin, mais c'est un partenaire du podcast, et Capic 1 pour le café. Merci aux partenaires, merci à vous, puis à tout le monde, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Hey. très fort.